suis Gaëlle Poirier, la vice-présidente de l'association Sevrier BD. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait cet événement en live. L'année dernière, vous avez pu voir nos têtes derrière les écrans, puisqu'on avait déjà fait 6 visios pour remplacer le festival qui avait été annulé. Et là, vous voyez donc nos têtes devant l'écran pour changer. Donc on est très heureux d'avoir organisé ça. On vous propose 3 conférences aujourd'hui. Ça fait très plaisir de voir des gens en vrai, après 2 annulations, parce que c'était quand même assez déprimant, l'atmosphère qu'il y avait ces derniers temps. Donc voilà, on est très heureux de voir des gens devant nous et de vous proposer cet événement. Alors ce matin, c'est Fabrice Henriot, qui est journaliste à Radio Semnose, qui vous propose... Ouais. Et donc ça c'est Paul Rassin, un autre journaliste local qui fait le malin, qui fait la taupe. Donc on vous a préparé une conférence sur la BD de reportage. On a sous-titré ça « Le business du réel ». C'est un scandale. C'est un scandale, voilà. Il y a déjà des gens qui se lamentent. Et on a donc 3 invités qu'on est très flattés de recevoir. Donc Jean-David Morvan, ici présent, qu'on a appelé scénariste, hein, parce qu'on s'est dit que c'était le plus quand même représentatif. Scénariste prolifique. Scénariste prolifique, on aurait pu, mais on a évité les clichés du coup, on s'est dit. Sébastien Gneidig, j'espère que je prononce comme il faut. C'est bien. Oui. C'est bien parce que ça fait 2 mois que je mets un tréma sur le E de Gneidig, donc là on a fait un effort. C'est mieux. C'est mieux. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Non, il n'y en a pas. On s'en est aperçu à temps. Non, mais c'est pas. Donc Sébastien qui est éditeur chez Futuropolis, mais aussi illustrateur, et puis voilà, plein de choses dans le milieu de l'édition dont il parlera peut-être. Et Cyril Pomès, on a mis auteur, parce qu'on se dit quand ils sont illustrateurs et scénaristes, et tout le bazar. Oui, c'est un excellent choix. Voilà, on a fait le choix de mettre ce mot. Donc voilà, c'est une intro totalement pas préparée, complètement spontanée et enrouée. Voilà, je passe le micro à Fabrice parce que maintenant je m'occupe des images et puis de la parole. Merci Gaëlle. Gaëlle, à la technique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors je vais en dire un petit peu plus. Je vais commencer par Sébastien Gneidig. Est-ce que c'est comme ça? Bonjour. Oui. Bonjour. Une vie dans l'édition, Sébastien Gneidig, formé au métier du livre, il sera maquettiste, chef de fabrication, illustrateur. Il a travaillé pour les Humanoïdes Associés, puis pour Delcourt. Il est retourné aux Humanos, si je ne me trompe. Oui, il a travaillé pour Dupuis, où il a dirigé les collections Air Libre et Repérage, des collections vraiment marquantes. Hein. Il est depuis 2004 directeur éditorial chez le nouveau Futuropolis. Il a adapté Profession du père de Sorge Chalandon, que l'on voit ici à droite. Il a dessiné tout récemment Ulysse Nobody, paru en début d'année 2022, en compagnie de Gérard Mordillat au scénario. On pourra en dire évidemment beaucoup plus sur chacun d'entre eux. À mes côtés, Jean-David Morvan, on sait tout sur son parcours, ou presque, en allant sur Wikipédia. Très pratique. Il n'y a pas tout, je regarde les images derrière avec mon téléphone. Pratique un téléphone. Alors, il a découvert la BD adulte avec Valérian à l'âge de 11 ans, c'est bien ça? Mais toujours vrai. Toujours vrai, ok. Passionné de science-fiction, il veut devenir dessinateur, mais c'est dans le scénario qu'il s'épanouit. Il se révèle dans la série Nomade, en compagnie de Sylvain Savoya et Philippe Bichet. Ouais. Suivront Sillage, Despirou et Fantasio et bien d'autres choses encore. Là, il faudrait 25 pages pour énumérer le tout. Hein. C'est un peu compliqué. Récemment, il est scénariste de récits de résistantes, une spécialité du jour. Iréna, puis Simone avec David Évrard, et puis Madeleine Résistante avec Dominique Bertaille. Et Madeleine. Et Madeleine, évidemment. Elle a son importance. Tout à fait. Cyril Pomès publie son premier roman graphique à la lettre près en 2005. Pas affiché ici, mais enfin, je l'ai à la maison si vous voulez en savoir plus. Il dessine de nombreuses BD que l'on peut qualifier d'engagées. Le Printemps des Arabes, La Dame de Damas avec Jean-Pierre Filu au scénario, Le Fils de l'Ursari, d'après le roman jeunesse de Xavier Laurent Petit, gagnant du prix jeunesse d'ailleurs en 2019 de l'Association des critiques et des journalistes de BD. Rien que ça.
Ensuite, 9603 km, l'Odyssée de deux enfants, avec au scénario Stéphane Marchetti. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce, ou Marchetti. C'est comme ça, Marchetti. Sinon, il n'est pas content. Je m'en doute un peu, oui. Il travaille régulièrement en tant que reporter BD pour la revue dessinée dont on va un peu parler aujourd'hui, Arte, Amnesty International. Et il vient de publier donc Moon dans un registre un tout petit peu différent, quoique une histoire d'adolescence. Voilà. Non, je voyais que ça se vissait, donc je trouvais ça marrant. Oui, c'est intéressant. Alors, on va Et ça vous se apprendre dévisse comment aussi. utiliser un micro, le dévisser, le recharger, etc. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est le journalisme graphique, BD journalisme, BD reportage. Les appellations sont variées et non définitives, donc on va essayer de s'y retrouver un petit peu là-dedans. La BD dite du réel représente un champ encore plus vaste qui sera abordé non seulement là maintenant ce matin, mais également cet après-midi avec la table ronde, un petit teaser. Parler de soi, parler des autres, des vies en BD, ce sera à 16h, c'est bien ça? Certainement. Vincent? 16h, la tienne. 16h, ok. Donc vous avez la possibilité de rester là toute la journée si vous voulez, puisque la prochaine table ronde c'est à 14h30 ou 14h, un truc comme ça. Venez à l'avance, c'est toujours mieux. Des plateaux repas vous seront servis. Et des pop-corn. Alors pour commencer, je voudrais mettre en exergue une petite citation. J'ai remarqué que les auteurs aimaient bien critiquer les citations des autres, donc on va voir ce que ça donne là. Tiré de ce livre que je vous conseille vivement, même si commence à dater un tout petit peu, 2001, d'Étienne Davodo, Rural. Il dit en exergue, donc avec cette BD entre les mains, « Lecteur, je te vois, tu hésites, qu'est-ce que c'est ?» Un documentaire, un reportage, peut-être un peu des deux. Une chose est sûre, c'est une bande dessinée. Le champ de la bande dessinée est vaste, je ne connais pas de raison pour le limiter à la fiction. L'idée de ce livre tient en quelques mots, regarder, écouter, raconter, dessiner. Vous avez 2 heures. Voilà. Et c'est noté à la fin. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose de partager cela. Je trouve que c'est un assez bon résumé de, je pense, ce que l'on va discuter ensemble. Cette table ronde, elle va avoir en gros 4 parties. Un moment plutôt orienté historique jusqu'à aujourd'hui. Je vais beaucoup parler, mais je vais essayer de me restreindre. Heureusement que Gaël m'a barré un certain nombre de phrases. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la BD reportage? On va essayer de répondre à cette question. On va parler du travail de nos auteurs, évidemment. Et puis, vous aurez un petit temps de questions, s'il reste du temps. Désolé. C'est mal parti. Ah ouais, voilà, c'est ça. Alors, d'hier à aujourd'hui, à votre avis, à quand à peu près? Alors, il y a beaucoup de débats par rapport au moment où la BD a été inventée. On parle des grottes de Lascaux, maintenant on monte jusque-là, mais on ne va pas aller à cette époque. À votre avis, à peu près à quelle époque peut remonter ce qu'on pourrait qualifier la BD de reportage? Enfin, c'était pas forcément de la BD exactement, mais avez-vous une idée? Quand est-ce que circulent des images de ce type? Moi j'ai Topfer en Suisse, mais c'est récent, mais il doit y avoir quelque chose d'antérieur. Il y a des choses un petit peu antérieures, effectivement, parce qu'on peut dire qu'au XVIIIe siècle, déjà circulait toute une série d'estampes satiriques, de gravures, de caricatures, en particulier en Angleterre et en France, mais un peu dans toute l'Europe. En Chine, quelques centaines d'années avant, Ah je bah, pense. ouais, certainement. Ouais. Je suis pas remonté, pas parti là-bas, mais si quelqu'un veut me payer le voyage, je veux bien. Donc c'est interdit en ce moment. Ah oui. Donc Topfer, évidemment, député conservateur au Parlement de Genève, donc pas très loin d'ici, polémiste, considéré comme l'inventeur de la BD, de la littérature en estampes, on disait à l'époque. Il faisait déjà donc peut-être de la BD du réel, enfin moi j'ai bien l'impression que c'est le cas, puisqu'elle était politique, il a publié en 1844 l'histoire d'Albert, dont vous avez ici un visuel, un pamphlet attaquant le député libéral, lui aussi genevois, James Fazzy, entre autres. La BD de reportage s'est beaucoup développée aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement dans les années 1960-70, avec par exemple les Sketchbook Reports de Robert Crumb, sur Harlem, la Bulgarie, et qui ont été publiés dans Help, un magazine que peut-être les amateurs connaissent en 65. Alors, moi j'ai découvert qu'en France, il y a eu une illustratrice, Jacqueline Duhem, qui a publié dans Elle, et oui, dans Elle, au début des années 60, des reportages dessinés sur la famille Kennedy, par exemple.
C'était très divers, puisqu'il y avait aussi le pape Paul VI, ou encore le général de Gaulle. Et puis alors, un petit peu plus proche de nous, mais toujours dans les années 60, à la fin, Cabu est devenu un vrai pionnier du BD reportage national avec sa série « Invitez-moi chez vous, je vous ferai des petits Mickey » pour Harakiri, Charlie Hebdo, les journaux des éditions du Square, donc dans les années fin 60, 70 et même 80, qui ont été réédités chez Vent d'Ouest aux alentours des années 2007-2008, je crois. Harakiri a généré ainsi toute une génération d'auteurs qui ont navigué entre le dessin de presse et la bande dessinée. On peut mentionner également Jean Telet, qui a fait de la BD, qui aussi bien d'ailleurs a écrit des ouvrages, des romans, des essais qui ont été adaptés en bande dessinée que lui-même en a fait. Et il donne une dimension intimiste au BD reportage avec Jean de France, puis ensuite Jean d'ailleurs dans une autre revue bien connue des amateurs de BD et d'autres choses. Je ne les regardais pas forcément pour ces raisons-là, mais enfin voilà, je referme la parenthèse, ça s'appelait L'écho des savanes. Dans les années 90, la BD s'empare peu à peu du réel, devenant témoin de plus en plus engagé de son temps. On peut mentionner, et il le faut nécessairement, Joe Sacco. On oublie qu'il était maltais à la base, puisqu'il est né à Malte, devenu américain, journaliste et dessinateur. Il a apporté un éclairage personnel, et il le fait encore, sur différents points chauds de la planète. Il y a eu Palestine au début des années 90, Gorage D ensuite, c'est édité en France chez Rackham. Sacco revendique ouvertement le fait que son travail soit journalistique, je cite « Comme je suis un personnage dans mon propre travail, je me donne la permission journalistique de montrer mes interactions avec les gens que je rencontre. » C'est son manifeste. Et dit repousser les limites du journalisme professionnel. Pour Palestine, d'ailleurs, il écrit en prologue de l'édition française « Mon idée n'était pas de faire un livre objectif, mais un livre honnête. » Quelque chose sur quoi on va revenir tout à l'heure. En 1994, en France, est créé le prix France Info de la bande dessinée d'actualité, et je trouve que ça c'est marquant, la BD d'actualité et de reportage. Et lister tous les auteurs qui ont reçu ce prix, ben voilà, il faudra encore une kyrielle de diapos. Je termine. Depuis les années 2000, le journalisme dessiné connaît un essor grandissant, et je pense que vous y avez eu affaire. C'est aussi le développement de ce qu'on appelle la transmédialité. Alors je ne suis pas sûr d'avoir la définition du mot, mais enfin bon, on traverse différents médias donc. Et je vais citer Philippe Squarzoni, par exemple, qui traite dans Saison brune des dérèglements climatiques, un sujet toujours d'actualité, ça date d'il y a une dizaine d'années. Et puis il y a Rural, que j'ai mentionné tout à l'heure, de Davodo, avec la lutte d'agriculteurs face au projet de construction d'une autoroute. C'est encore plus ancien, ça a 20 ans. Et puis il y a eu plus récemment de Davodo, toujours, Cher pays de mon enfance. Là, il remontait dans l'histoire de France presque, puisqu'il parle ici des années de plomb de la Ve République. Et c'était une enquête menée avec un journaliste de presse écrite, Benoît Colomba. On pourrait en citer toute une kyrielle aussi. Mais j'aimerais avoir votre retour à vous tous qui êtes là, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce que je viens de mentionner. Est-ce que vous auriez, vous, une bande dessinée qui vous a marqué ou qui vous semble particulièrement emblématique de tout ce qu'on vient de dire? Qui commence? Cyril. Je me lance. Donc on parle de bande dessinée documentaire ou de reportage ou du réel. À tort ou à raison. La première qui me vient, moi, c'est Mouse. Mais je ne sais pas si elle peut intégrer cette appellation d'entrée de jeu. Je brouille les pistes. Mouse, pourquoi elle me vient? Parce que c'est une bande dessinée qui traite à la fois de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, et qui le fait en passant par de l'intime, puisque Art Spiegelman, donc, qui a fait cette bande dessinée, raconte à la fois les souvenirs de ses parents, si je ne dis pas de bêtises, et comment il les recueille, et il décrit le lien à son père, qui est très compliqué. Voilà, moi c'est probablement une des premières bandes dessinées, si ce n'est la première bande dessinée que j'ai lue, et qui faisait appel à la fois à l'histoire et à l'intime, et sans vouloir aller résumer la bande dessinée du réel à ça, ça me fait penser à ça. À lire en tout cas, c'est sûr. Sébastien. Moi je reviendrai sur un auteur que tu as cité, qui est Joe Sacco, Gaza 1956, que j'ai eu la chance d'éditer chez Futuropolis, qui est l'un de ces très très grands livres. D'ailleurs, il parle par le nombre de pages, puisqu'il fait plus de 400 pages, qui non seulement montre
Il va dans la bande de Gaza pour revenir sur un événement historique qui s'est passé dans les années 50 en faisant parler les témoins. C'est un massacre de Palestiniens par les Israéliens. Et à travers cet événement qui semble lointain, en se disant finalement il y en a eu tellement d'autres après, il y a eu tellement d'autres choses qu'il aurait pu prendre, en fait il revient sur l'histoire de cette bande de Gaza et surtout montre le quotidien aujourd'hui des gens dans la bande de Gaza. Et ensuite, il a une idée extraordinaire que je vous laisserai découvrir si vous le lisez, car il faut le lire, car il y a après 350 pages de récits dessinés, il y a la manière dont peut-être les gens ont vécu cet événement et qui, vous verrez, rebat toutes les cartes sur la manière dont le témoignage des gens, quelle valeur on peut donner au témoignage des gens lorsqu'ils vivent un traumatisme. Voilà, c'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée et il y en a plein d'autres à citer, évidemment. Joe Sacco, il y a de quoi faire aussi. Ouais, moi, Sacco aussi, Gorazde. La guerre de Yougo, qui est Yougoslavie, qui est hyper compliquée pour nous, je pense. Difficile à comprendre. Donc c'était à la fois un bon moyen d'apprendre ce que c'était la guerre en Yougo, de voir d'un côté le côté duquel il avait envie de témoigner, ce qui est intéressant parce que je travaille en ce moment pour les 75 ans de l'agence Magnum sur la genèse de Magnum avec des photographes comme Robert Capa et puis Gerda Taro et Chim et tout ça. Et c'est ça en fait, c'est des photographes qui sont d'un côté, ils ont choisi leur camp et c'est ça qu'ils racontent. Et donc c'est un témoignage engagé en photo, ça s'est transmis à la bande dessinée, c'est proche finalement. Et ça nous permet de comprendre comment les choses se passent. Et Gorazde, c'était à la fois instructif, puissant, personnel, intime. C'est une très bonne BD. Assurément. Alors parmi les éléments que j'ai présentés tout à l'heure, il y en a que je n'ai pas encore vraiment mentionné, parce que les supports se sont démultipliés en fait au fil du temps. Et aujourd'hui, il y a des journaux, aussi bien la presse quotidienne, hebdomadaire que mensuelle, qui utilisent évidemment la bande dessinée, hein, ça c'est clair. Libération publie régulièrement des BD pour le reportage. Et puis il y a des supports mixtes, les fameux MOOC, c'est Livre Magazine, 13 qui a été lancé en 2008, et puis la revue dessinée qui a connu un succès véritablement immédiat en 2013, au point de reprendre la revue 21 désormais. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit 21, j'ai dit 13, pardon. C'est une autre bande dessinée, ouais, ça pourrait être du réel, mais c'est pas exactement ça en fait. Enfin, les premiers, par contre, non, je ne vais pas critiquer, pardon. Et donc, au niveau de la revue dessinée, ils disent qu'ils veulent porter un regard à la fois distancié et critique sur le monde qui les entoure. C'est ce qui est indiqué dans le site web, mettant en avant dès le premier numéro le fait que depuis toujours, le dessin entretient des liens étroits avec la presse, à juste titre. Et puis, il y a une déclinaison à l'adresse des plus jeunes qui s'appelle Topo, que vous connaissez sans doute. Donc aujourd'hui, on assiste à une forme d'hybridation, d'association des genres, peut-être qu'on pourrait dire de mélange des genres, avec un sens positif ou négatif, je ne sais pas. Comment est-ce que, de votre point de vue, messieurs, se développe aujourd'hui la BD reportage? On a donné des exemples déjà nombreux. Comment est-ce que ça s'étend désormais? Je commence encore une fois. Oui. Moi, je vais commencer pour botter en touche. Je ne suis pas le mieux placé pour savoir comment se développe la bande dessinée de reportage, vu que moi je suis en train d'en sortir. Je suis en train de passer à la fiction après 8 années de mon loyau service. Non, après 8 années de bande dessinée de reportage, moi je suis en train d'évoluer dans autre chose. Donc voilà, je propose à Sébastien qui est quand même beaucoup plus à même d'en parler, de foncer. Un peu plongé dedans, même. Un petit peu, oui. C'est-à-dire que ça fait quand même une trentaine d'années, effectivement, que la bande dessinée s'est vraiment, véritablement ouverte à travers, effectivement, à la suite de certains pionniers, comme on les a cités. Je pense qu'Étienne Davodo, Joe Sacco ont eu un rôle de défricheur énorme. Et c'est vrai que ça a donné envie aussi, je pense... Un petit décrochage. Un petit décrochage. Ça a donné aussi envie à des gens, moi je l'ai vu, je l'ai vécu, puisque j'ai publié certains de ces livres qui ont marqué un petit peu ce domaine. Et il y a des livres comme ça, phares, qui donnent à d'autres auteurs l'envie de s'en emparer. Donc ça, d'un côté, pour la bande dessinée elle-même, pour des auteurs ou des autrices de bande dessinée, il y a ça d'un côté qui a donné envie à cela. Et puis surtout... ces livres-là ont aussi donné envie à des gens extérieurs à la bande dessinée
de venir faire un tour dans la bande dessinée. Donc on parle d'historiens, de journalistes, on peut parler de scientifiques maintenant, d'écrivains qui se disent « Ah tiens, la bande dessinée raconte ça, je ne pensais pas que c'était possible », pouvant rester parfois dans des schémas un peu passés, d'une bande dessinée plus de genre ou de divertissement, et même adulte hein, d'ailleurs, mais se disant bah là, tiens, dans ces nouveaux chemins qu'emprunte la bande dessinée, bah moi j'ai peut-être une place, j'ai peut-être des choses à faire, et c'est là où il y a un travail à faire en tant qu'éditeur de lien entre ces gens venus de l'extérieur avec malgré tout des auteurs ou des scénaristes de bande dessinée qui vont quand même adapter un savoir ou une connaissance dans le média bande dessinée. Parce que tout n'est pas adaptable, tout n'est pas facilement transposable, et il y a besoin de lier comme ça, de faire des rencontres comme ça entre des vrais spécialistes de la bande dessinée qui ont envie de parler de certains sujets et parfois des gens extérieurs. Et donc en fait tout ça est en train de se développer et surtout en plus en train de toucher un public qui revient à la bande dessinée pour certains, effectivement. Oui, je fais tout, d'accord. Bon, je vais arrêter. Mais voilà, et on en est là. Et en fait, ça ne fait que continuer. En fait, des livres continuent de surprendre et de donner envie à des gens nouveaux et d'en faire et d'en lire. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a un engouement pour ce type de bande dessinée aujourd'hui. Le fait que vous soyez là l'indique aussi d'ailleurs. Jean-David. Et oui, je dirais que les grands livres dans un genre en général sont à la fois formidables parce qu'ils amènent des gens à les lire et sont aussi des risques, c'est-à-dire qu'ils amènent aussi pas mal de gens à vouloir faire la même chose, ce qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la BD reportage est devenue un genre à lui-même, et c'est comme si à une certaine époque, mais ça arrive encore aujourd'hui, on se disait ah bah tiens je vais faire une BD de genre, donc d'heroic fantasy, donc je vais faire une quête, ah bah je vais faire une BD de western, je vais faire une vengeance, je vais faire une BD autobiographique, je vais parler de ma dépression, ou je vais faire une BD reportage et je vais être le héros. Donc il faut aussi faire attention à ça, c'est-à-dire que la bande dessinée elle est bien tant qu'elle nous fait pas chier à lire. Et que je trouve que souvent, en fait, c'est le genre qui devient un palliatif à l'imagination, à la narration. C'est un peu embêtant. Il y a un auteur qui est très connu. Alors, moi, j'ai du mal avec ces BD qui s'appelle Zero Calcare, qui est un Italien. Et moi, personnellement, quand il va voir les femmes kurdes qui combattaient Daesh, qui parlent que de lui, je suis un peu embêté. Je me dis, qui est le plus important dans cette histoire? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle? Et je me dis finalement que tout le monde n'est pas Albert Londres. Et donc c'est difficile d'être Albert Londres, donc qui faisait pas de la BD, hein. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il faisait en BD. Et donc je pense que c'est la limite du genre, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse le réinventer. Et si on essaye de copier aussi bien graphiquement que narrativement des choses qui sont déjà faites, alors on va un peu tourner en rond. Et donc ça c'est la limite de la forme par rapport au fond. Et après le fond peut être très intéressant, mais si ça ressemble à une page Wikipédia, c'est chiant. Donc c'est pour ça ce que disait Sébastien, c'est pas mal aussi de bien connaître la bande dessinée et de savoir en faire pour faire de la bande dessinée. Voilà. Ouais, je crois qu'on est en plein dans le sujet là. Hein. Mais de toute façon, ce que tu dis est un phénomène qu'on peut voir sur tout, effectivement. C'est-à-dire qu'on est sur un marché où chaque niche, entre guillemets, qui fonctionne, est effectivement investi par plein de gens qui se disent, alors soit, comme je le disais, de manière positive, par des gens qui ont envie aussi de se dire, qui ont quelque chose à raconter, qui ont envie de le faire, ou par opportunisme. Et effectivement, mais je me souviens que quand Largo Winch est sorti, il y a eu plein de BD sur l'histoire de la finance qui n'avaient aucun intérêt, et c'est pareil pour l'heroic fantasy que tu citais, etc. C'est la difficulté ensuite pour vous, lecteurs ou lectrices, d'arriver à faire le tri. Alors heureusement, il y a des libraires, heureusement, il y a des journalistes, heureusement, il y a des bibliothécaires qui peuvent parfois orienter et proposer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tout ce qui sort sur la bande dessinée de reportage, il y a effectivement beaucoup de Wikipédia illustrés qui n'ont pas grand intérêt, ça je le confirme. Ouais, il y a un effet de mode, et puis j'ai l'impression que ça porte aussi un peu la BD, ne serait-ce que financièrement. Enfin, quand on voit les résultats
Je crois que c'était sur une des diapos, là. Par exemple, on peut mentionner Un mode sans fin, qui était en tête des ventes. On peut mentionner aussi Sapiens, qui auparavant l'a été. Donc voilà, vous les avez aux extrêmes, là. C'est de la BD. C'est de la Droit BD. du sol, Davoto. Ouais. Auparavant, Droit du sol, c'est bien aussi, oui. On est dans des registres proches, mais pas forcément avec les mêmes traitements, Jean-David. Non, mais c'est très bien que ce soit de la BD. Enfin, c'est des bonnes BD. Ça mérite de se vendre, de faire parler de la bande dessinée. Enfin, toute vente de BD est une bonne vente. Ça nous rapporte de l'argent aux auteurs. Donc c'est très très bien en fait. Ça fait connaître la BD, ça tourne. Donc moi je pense qu'on vit une sorte de nouvel âge d'or de la BD. J'aimerais bien qu'il dure un peu, mais il y a tellement de choses qu'on peut lire, tellement de choses différentes que tout le monde peut y trouver ce qui lui plaît. Donc moi j'en lis pas mal et c'est vrai que je trouve beaucoup de choses. Je trouve que le niveau qualitatif est quand même assez haut. J'avais l'impression de râler tout à l'heure, mais quand même pas vraiment. Je veux dire, il y a vraiment plein de choses formidables à lire, donc dans tous les genres. Donc c'est génial. C'est un moment, ça coûte un peu cher, mais c'est un moment génial. Je partage ce point sur l'âge d'or. Je pense que la bande dessinée se réinvente et se réinvente vraiment, et qu'elle a touché justement un nouveau public et qu'il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup plus qu'une certaine époque. Alors effectivement, malheureusement aussi, l'autre pendant de ça, c'est qu'il y a 5000 bandes dessinées et que les ventes moyennes d'ailleurs des bandes dessinées baissent. Voilà, mais ça c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie industrielle par rapport à cette perspective-là, à tout ce dont on vient de parler? Je m'adresse un peu à vous, Sébastien, parce que vous êtes éditeur. Est-ce qu'il n'y a pas un calcul financier derrière? Un calcul financier, de toute façon, c'est de faire... moi, je publie des livres pour les vendre, parce que j'ai envie qu'ils soient lus. Moi, mon rôle, c'est d'être passeur d'histoire. Je publie des histoires qui me semblent, à tort ou à raison, intéressantes. Et effectivement, mon rôle est quand même de le faire découvrir à un plus grand nombre. Et effectivement, si je ne gagne pas d'argent, si je ne vends pas ces bandes dessinées, je n'aurai pas les moyens d'en faire d'autres. Après, le calcul financier, il faut savoir aussi ce qu'on fait. C'est-à-dire que chaque maison d'édition a une ligne éditoriale, normalement. Alors, effectivement, il y en a qui essayent d'occuper toutes les niches qui sont en train de se faire. Ils se disent généralistes. Et bon, nous, on a fait le choix chez Futuropolis de ne faire que de la bande dessinée adulte. Et plutôt effectivement une bande dessinée qui, par la fiction ou le documentaire, parle du monde. Donc on s'est un peu concentré là-dessus, et on s'est concentré sur un nombre de livres qu'on est capable de produire aussi. Vous voyez, c'est une économie de chaque maison. Moi, je sais que dépasser 40 titres par an, eh bien, je n'arriverai pas à le faire. C'est déjà compliqué de porter autant 40 livres dans ce marché. Mais voilà, après l'industrie, après ce qui est sûr, c'est que la production ne va pas baisser, parce que elle sera actuellement, de nouveaux acteurs de l'édition sont en train de s'emparer de la bande dessinée, notamment tous les éditeurs généralistes sur la place de Paris et d'ailleurs, qui sont en train de faire de la bande dessinée et adapter leurs fonds littéraires ou effectivement documentaires en bande dessinée eux-mêmes. Et donc ça, on va encore en voir beaucoup, je pense. Je continue d'être un tout petit peu taquin. On a vu avec les élections fleurir toute une série de BD à dimension politique. Enfin, ça fait un moment que ça dure, déjà ça. Parce que déjà en 2017, il y avait le journal du Off qui avait suivi la campagne présidentielle avec aux manettes Renaud Saint-Cric, Frédéric Guerchel et James. Mathieu Sapin s'est fait presque une spécialité de ce genre de choses, puisqu'il est infiltré auprès des politiques très régulièrement. Sébastien Gnedig, vous aussi, d'une certaine manière, avec Ulysse Nobody, vous êtes entré dans ce chemin-là, même s'il y a un pas de côté, néanmoins, sur ce plan-là. Est-ce que là encore, il n'y a pas un effet d'aubaine en fonction, on parlait juste avant le début de cette table ronde des marronniers chez les journalistes, mais on a l'impression qu'ils existent aussi un peu en bande dessinée? Non, mais c'était surtout une possibilité. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques années, aucun auteur de bande dessinée n'aurait pu rentrer près des politiques, parce que ça semblait impossible. Même il y a 40 ans, quand Hardy a voulu faire de l'adaptation de bande dessinée, on lui a dit l'auteur de Petit Mickey, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Même si maintenant il reçoit des livres dédicacés des écrivains. C'est pareil pour des journalistes. En fait, il y a le fait que la bande dessinée ait gagné en fait un certain lettre de noblesse, on va dire, et a prouvé qu'elle pouvait aborder certains sujets, a donné aussi la possibilité d'entrer dans des endroits où elle était peut-être
pas accueilli aujourd'hui. Donc le fait de pouvoir aujourd'hui que Emmanuel Macron trouve, ou François Hollande trouve intéressant d'accréditer un auteur de bande dessinée parmi tous les journalistes qui vont suivre sa campagne présidentielle, à mon sens, ça n'aurait pas été possible auparavant. Donc voilà, il faut rappeler que Cancabu, puisqu'on le citait, est un des très très grands pionniers de la bande dessinée de reportage pour Harakiri puis Charlie Hebdo, allait effectivement dans les marchés, etc. Il avait développé un art personnel d'arriver à dessiner dans sa poche des croquis, des gens, etc. Parce que comme ça, il était invisible pour voilà, il infiltrait ainsi des endroits où il n'était pas forcément le bienvenu. Donc voilà, je pense que oui, il y a une aubaine dans la possibilité de le faire. Après, bah oui, puisqu'il y a un lectorat, on va dire, qui est alerte, sensible et qui suit aujourd'hui Mathieu Sapin ou d'autres auteurs, eh bien, effectivement, il aurait tort de ne pas continuer. C'est bon signe pour la bande dessinée, d'ailleurs, qu'on accrédite un dessinateur de BD, enfin un auteur de BD, c'est vachement bien. Après, les limites, c'est le sujet, je pense. Qui a envie de... Finalement, il y a eu un gros projet sur ces élections présidentielles. Qui a envie de revivre un truc aussi casse-couille que ces élections présidentielles en bande dessinée? Je veux dire, à un moment, à la limite, c'est dommage, les législatives semblent plus intéressantes que les présidentielles. Donc voilà, après, on choisit pas... Quand on est vraiment dans le show de l'actualité, la difficulté, c'est de ne pas savoir comment ça va tourner. C'est comme tous ces projets qu'on peut recevoir sur des gens qui veulent raconter leur confinement. Pitié, quoi. Ah ben on en a eu pas mal déjà, hein, en BD aussi. Mais pour revenir, pour revenir sur le fait qu'un auteur de bande dessinée puisse entrer dans des endroits où avant il n'était pas le bienvenu, il y a un autre truc, c'est que il peut aussi rentrer dans des endroits où aujourd'hui des gens qui ont un appareil photo ou une caméra ne peuvent pas aller. Il y a un truc qui est très important dans le dessin. Là, du coup, je peux parler d'expérience. Il faut rappeler que le dessin, c'est un langage universel. Quand on voit quelque chose naître d'une page blanche, il y a toujours quelque chose de magique. Même pour moi qui suis un dessinateur, quand je vois mes potes faire, je trouve ça toujours magique. C'est un langage universel au même titre que se pointer sur une place de village et jouer un peu de guitare. Enfin, tout le monde connaît ce truc. Et le dessin apaise énormément dans la rencontre, dans le rapport qu'on peut avoir. Moi, j'ai pu faire de la bande dessinée de terrain, de reportage, on reviendra peut-être un peu plus tard là-dessus, mais j'ai pu aller dans des endroits où, je me répète, mais avec une caméra ou avec un appareil photo, je n'aurais pas pu aller. La jungle de Calais, des ateliers de confection clandestins au milieu du sentier, enfin des choses comme ça. Donc le dessin, des fois je pense à Mathieu Sapin, je me dis, mais oui, ça doit être vachement bien d'avoir ce carnet, de le mettre même en évidence et de montrer le dessin apparaître. Voilà, je me répète, mais il y a quelque chose de très apaisant là-dedans et qui peut même éteindre de la méfiance. Il ne faut pas devenir manipulateur à partir de là, mais c'est très intéressant. Alors on va repartir dans ce sens dans quelques instants. Cyril, moi je voudrais revenir à la remarque de Jean-David tout à l'heure par rapport au fait qu'on est abreuvé de toute une série de BD qui ne sont pas forcément très intéressantes. Dans l'avant-dernier... C'est personnel, hein, c'est oui, un jugement personnel, attention. La réflexion est nécessaire, je crois. Et justement, dans l'avant-dernier cahier de la BD, numéro 17, cahier thématique autour du thème « Mais où est passée la BD d'aventure ?» Donc on n'est pas forcément dans notre thématique. C'est vrai que quand on parle de trucs casse-couilles, on peut parler des cahiers de la BD. Mais il y a des choses intéressantes quand même qui sont dites, je trouve. Oui, parce qu'il faut se le farcir quand même. Hein. Je connais un certain Vincent qui aime beaucoup cet ouvrage. Enfin, c'est une façon de parler. Je referme la parenthèse là encore. Mince, c'est enregistré. Il y avait Henri Filippini qui s'exprimait dans cet article-là, ancien éditeur chez Glénat, passionné de BD d'aventure, et il disait « Arrêtons de saturer le marché de BD de reportage, de BD scientifiques, de BD didactiques, etc., etc., censés rendre nos chères têtes blondes plus intelligentes. Essayons de les faire rêver, de les divertir comme le furent leurs aînés jadis, en leur offrant de nouveaux héros conçus pour leur faire passer un bon moment, et non pas des BD intello qui les renvoient à l'école. » Qu'en pensez-vous? Franchement, On a le droit. Si la BD crée si l'école crée des intellos, ça se saurait quand même. non mais il y en a de la bande dessinée d'aventure, il y a des séries encore, il y en a, mais c'est vrai que la série en bande dessinée a été quand même très concurrencée ces derniers temps, quand même, par des séries bande dessinée manga,
effectivement, qui ont apporté une profusion, un autre type de rythme, etc. Et on peut dire que les enfants, ces chères têtes blondes ou brunes, ou comme vous voulez, en consomment quand même pas mal. Et là, on a des bandes dessinées qui font rêver, là, on a des bandes dessinées qui nous emmènent loin, et avec même sur parfois jusqu'à une centaine d'épisodes. Et puis, bon, il faut quand même dire qu'il y a les séries télévisées. Je veux dire, qui sont consommés 20 épisodes en un week-end. Bon, c'est sûr que la bande dessinée où il y a un tome par an, c'est difficile de tenir. Et c'est vrai que c'est des nouveaux standards aussi qui emmènent une réflexion sur le fait de comment aujourd'hui faire de la série en bande dessinée quand on n'a pas de studio, quand on fait 50 pages par an, de manière minutieuse et tout. Ça amène, voilà, c'est des questions de rythme, de forme qui sont complexes aujourd'hui. Le marché de la bande dessinée a complètement bouleversé. Et je crois malgré tout que dans cette profusion de titres, il y en a beaucoup. Alors on en entend peut-être moins parler dans les médias parce que ce n'est pas forcément le sujet principal. On préfère justement parler et s'appuyer sur des sujets, justement, des sujets documentaires. Mais je crois que, et l'engouement sur le manga montre bien qu'il y a une envie, un goût des enfants pour l'imaginaire très fort, et qu'il est toujours là. Et il y a plein, voilà, je pense que après, il y a des séries qui disparaissent surtout, et je pense qu'une grande partie des séries d'Henri Filippini ont disparu aujourd'hui, et c'est peut-être pas forcément un mal. Et heureusement, il en a publié des magnifiques, hein. Je pense à Sambre, évidemment, de Bernard Isler, et quelques autres, ou Bourgeon, Les Passagers du Vent. Mais qui lit encore aujourd'hui Les Passagers du Vent? Attention, c'est ça, ce qui semblait des grands classiques pour nous sont devenus des livres qui parfois sont complètement parfois oubliés. Donc voilà, moi je crois que l'imaginaire, il restera là, il est toujours là. Mais aujourd'hui, il y a un focus posé, en tout cas certainement médiatique, sur ce domaine-là, mais il faut quand même en relativiser aussi l'importance. Oui, puis pour revenir à la citation de Filippini, il oppose deux choses, finalement, dans leurs limites. Ce que lui défend, qui est la bande dessinée d'aventure, peut aussi avoir des très grosses limites. En termes de narration, en termes de répétition, des choses qui ont été vues 1000 fois, premier tiers de l'histoire, scène de douche, machin, truc... Scène de douche, évidemment. Même au Moyen-Âge. Même au Moyen-Âge. Ça a montré ses limites assez vite. Et en même temps, quand il parle de la bande dessinée de reportage qui serait didactique, et de la réduire à ça, il y a quelque chose de vrai aussi là-dedans. Tout à l'heure, on parlait des limites du média, mais quoi, scène de douche, tu t'en remets pas, quoi. Je cherche les BD d'aventure qui commence avec des scènes de douche dans une voulais rivière. pas vraiment dire douche, en vérité. Dans une rivière, et puis il y aurait des farfadets, tu vois, un truc comme ça. D'accord, Plus, d'accord. voilà. Okay. Mais surtout des nichons, c'est ça que tu voulais dire. moi, c'était Dans les pour pas BD dire d'Henri nichon que je Filippini. disais douche, en fait. Non, pas du tout. Je Mais croyais que c'était que la bande dessinée s'adressait à la jeunesse. Il y a des nichons, vraiment. Quand on est bébé, ouais, on est jeune, il y a bien des sûr. nichons. Ça commence tôt. Le fait dans le propos de Filippini de réduire la bande dessinée documentaire ou de reportage à quelque chose de didactique, c'est pas complètement faux par moment. Il y a une possibilité pour la bande dessinée d'aborder des sujets âpres, des sujets qui sont par exemple traités de manière un peu universitaire, un peu intellectuelle ou chiante, comme dirait Jean-David. La bande dessinée apporte l'image, apporte l'attractivité de l'image. C'est un piège. Ça peut être très intéressant, comme ça peut être totalement contre-productif. Moi, je sais qu'on est venu me chercher parfois pour me proposer des sujets où je sentais clairement que le sujet de départ n'était pas sexy du tout, mais qu'on comptait clairement sur mon dessin pour le rendre sexy. Ce qui est un gros travail et ce qui, moi, d'ailleurs, m'intéresse pas nécessairement. Je vois cette problématique, en tout cas cette limite que peut avoir la bande dessinée de reportage sur ce côté pédagogique. On a des mômes au collège qui lisent pas ou qui veulent pas s'intéresser à leur sujet d'histoire, on va leur foutre de la bande dessinée dans les mains. Ça peut fonctionner, effectivement, mais réduire la bande dessinée documentaire ou de reportage à ça, je trouve ça aussi problématique, ce que fait Filippini. Et puis surtout, je pense que c'est pas opposable si on lit le Lotus Bleu. En fait, il parle de son époque, c'est un Tintin. Reporter. Ouais, donc il parle déjà de son époque, donc c'est pas... tout ça n'est pas opposable. Et puis quand j'ai commencé à travailler, justement, on parlait de Nomade tout à l'heure, ça fait longtemps, en 93, c'est publié en 94, quand j'en parlais à Jean-Claude Camano, qui était un grand éditeur de chez Glénat, qui a côtoyé d'ailleurs Philippe
Pini, il disait, il m'a dit, et il m'a appris ça, il m'a dit, il faut que tu t'adresses aux gens qui vont te lire aujourd'hui. C'est pas parce que tu fais de la science-fiction, pas parce que tu fais de l'heroic fantasy qu'il faut que tu parles soit à des gens qui vont vivre dans 3000 ans, soit à des gens qui n'ont d'ailleurs pas existé en heroic fantasy. Donc en fait, quel que soit le sujet, il faut quand même parler des préoccupations de son époque. Enfin, on a quand même une chance de pouvoir raconter des choses, donc autant en profiter pour raconter des choses un peu intéressantes, même si c'est de la fiction. On peut, moi dans Sillage, qui est une autre série de science-fiction, j'ai raconté des choses sur la démocratie, ça s'appelle La Constituante, qui dirige Sillage. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire passer. Donc, et qu'il faut faire passer, parce que quand les gens lisent une bande dessinée, a priori, sauf maintenant un peu à l'école, mais c'est vrai qu'on lit une bande dessinée par plaisir. Donc on est plus ouvert en fait à ce qu'il y a à l'intérieur. On peut faire de la BD 100% récréatif, ça c'est pas très grave et ça peut être vachement bien. Mais même dans des séries, de genre, en fait, on peut parler du monde d'aujourd'hui, des préoccupations d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas opposable en fait. Donc c'est bête. Tant mieux, tant mieux. Profitons-en. Alors moi je voudrais, on a un tout petit peu touché ce sujet là il y a quelques instants, savoir qu'est-ce que la BD apporte de plus par rapport à la question du reportage, du réel. Vous avez parlé du dessin tout à l'heure, Cyril. Donc le dessin permet d'entrer dans des endroits où on ne pourrait pas rentrer autrement. Quelles sont les autres caractéristiques de la BD qui sont un élément favorisant aussi bien par rapport à l'enquête elle-même, au reportage en lui-même, qu'à la transmission ensuite au lecteur? Moi, je vais revenir aux fondamentaux fondamental même de la bande dessinée, qui est ce double langage, qui est le langage à la fois du texte et de l'image, et de pouvoir à la fois avoir une image qui raconte quelque chose et un texte qui en raconte une autre, tout ça dans une même image. Moi, c'est le premier truc qui me vient. C'est quelque chose qui me fascine à la fois en fiction, et c'est quelque chose qui me fascine également quand on veut raconter le réel ou le quotidien. Moi, je pense à deux mots, l'intimité et l'empathie. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque un auteur de bande dessinée rencontre justement, et tout à fait ce que tu décrivais, et Joe Sacco, Étienne Davodo ont vécu les mêmes choses, c'est-à-dire lorsqu'on rencontre des gens et que ça se tourne autour du dessin, il y a quelque chose de très intime, d'assez doux dans cette rencontre, qui n'est pas forcé avec une caméra, justement, etc. Donc il y a ce lien qui se crée autour du dessin, le dessin lui-même, d'ailleurs, qui crée cette empathie, et qui... la bande dessinée est assez forte, puisque c'est quand même un récit de personnage aussi, malgré tout. C'est pas pour rien aussi que les auteurs se mettent en scène. Effectivement, pour prendre un point de vue, car la plupart des auteurs de bande dessinée, notamment ces deux défricheurs, je reste sur Joe Sacco et Étienne Davodo, ont fait le choix de la subjectivité aussi, c'est-à-dire qu'ils vont à la rencontre de gens à qui on ne donne pas souvent la parole, ils la retransmettent avec le côté le plus documenté possible, mais ils ne vont pas répercuter les dossiers de presse de leurs adversaires, par exemple, quand on parle du nucléaire ou voilà, etc. Il y a plein tout ce qui est dit par ailleurs. Donc, ils donnent la voix à des gens. Et ces gens, ils les représentent, ils les mettent en scène. Et ça permet, je crois, aux lecteurs de se mettre avec eux dans la lecture. C'est-à-dire que lorsque vous lisez une bande dessinée de Sacco ou Davodo, vous cheminez avec les personnages, vous cheminez avec les gens. Vous avez peut-être la possibilité, le temps d'un récit, de les accompagner, peut-être de comprendre, de se mettre à la place un petit peu de ces personnes et d'en retirer quelque chose de cela, de leur intimité, de leur quotidien. Et je crois que c'est aussi quelque chose de très fort comme expérience que la bande dessinée propose aujourd'hui. Et voilà. Et donc je trouve que c'est une des grandes forces de ça. Ouais, vraiment, je te rejoins je reviens sur le dessin et dans ces moments où, donc moi j'ai fait de la bande dessinée de reportage depuis ma table à dessin et aussi sur le terrain. Et sur le terrain, j'ai été amené à rencontrer, notamment dans la jungle de Calais en 2015, beaucoup de réfugiés qui me racontaient leur histoire. Et donc c'était Arte qui m'avait envoyé là-bas. Et j'avais une traductrice avec moi. Et le truc se passait comme ça. J'avais un carnet, je rencontrais une personne qui acceptait ou pas de me parler. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, elle me racontait ce qui lui était arrivé, quel était son parcours, comment il ou elle, la plupart du temps c'était il, était arrivé dans la jungle de Calais. Et moi je le dessinais, je faisais son portrait en même temps. Et je le regardais dans les yeux.
Et le dessin, je reviens encore une fois là-dessus, moi quand je dessine un arbre, quand je dessine une voiture, quand je dessine n'importe quoi, je comprends cet arbre, je passe un moment d'intimité avec ce sujet et je l'incorpore et je le comprends. Ça marche pareil pour une personne. Et donc ce que tu disais, c'est qu'à la fin, quand on a des pages de bande dessinée avec des gens qu'on a rencontrés et qu'on a dessinés, c'est un cas vraiment spécifique, je pense que c'est quelque chose que le lecteur ou la lectrice peut ressentir. Je l'espère en tout cas. Et donc là, on peut vraiment parler d'empathie transmise. Et puis, si je me souviens bien d'une de mes scènes préférées, qui doit être dans Gorazde, mais en tout cas, c'est dans un Joe Sacco, une de mes scènes préférées, c'est quand il raconte une fuite de gens d'un village et qui se font tirer dessus, qui doit être en ombre chinoise, en tout cas, c'est comme ça que je m'en souviens. C'est quelque chose qu'il n'a pas vécu, donc c'est quelque chose qui redessine. Et en fait, quoi d'autre que la bande dessinée peut reconstituer aussi bien, et puis aussi pour si peu cher, d'une certaine manière, des choses qu'on n'a pas vécues. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la grande force de la bande dessinée. Je travaille avec, comme je disais tout à l'heure, avec Magnum. Donc on a Magnum Photo, on a les photos de Capa en Espagne et de Gardataro. Et ben, en même temps, il faut que je tourne tout autour de cette histoire pour raconter ce qu'il y avait autour de la photo, comment ils sont arrivés là. Donc c'est de la recherche de documentation. Et par le dessin, on réussit à faire quelque chose de cohérent. Donc oui, la bande dessinée amène aussi tout un contexte. Moi, je me souviens d'une période où Montardi faisait des BD sur la guerre de 14 et il y avait plein de gens qui... Enfin, c'était une époque où la guerre de 14 était complètement oubliée. Ça paraît bizarre aujourd'hui, mais dans les années 90, il n'y avait plus rien sur la guerre de 14. Ouais, il y avait plus de livres, il y avait plus de livres de photos. Je me souviens très bien quand Un long dimanche de fiançailles est sorti, de l'effarement des gens de voir comment était la guerre de 14. Ça me paraissait naturel, mais ça voulait dire que ça avait été oublié. Ça veut dire que dans les grands romans de la guerre de 14, si les gens les lisaient, ils ne savaient même pas à quoi ressemblait un uniforme de soldat anglais, russe ou français. Donc en fait, c'est la limite de l'imagination aussi. Donc la bande dessinée permet aussi de replacer un contexte, de refaire vivre des choses et de les comprendre sans que ce soit effectivement trop cher, et ça peut être très documenté. Donc c'est assez complet la bande dessinée. Et c'est vrai que pour moi, c'est évidemment mon média préféré, et c'est celui qui offre le plus de possibilités pour raconter des histoires. Mais c'est vrai ce que disait Cyril, que le lien entre le texte et l'image dans une bande dessinée, c'est infini. Il y a encore tellement de choses à inventer entre les deux que c'est magique en fait. Il y aurait de quoi dire. Hein. Oui, moi je me souviens, une des BD précursoires. Que par rapport à la photo, j'ai eu là aussi la chance d'éditer, c'est Le Photographe, de Emmanuel Guibert, Didier Lefebvre et Frédéric Lemercier, et qui racontait justement le parcours d'un photographe qui accompagne une mission de MSF en Afghanistan, une mission cachée, et qui effectivement, c'est-à-dire sans l'appui des autorités complètes, et ils vont au cœur des massifs d'Afghanistan pour ça. Et effectivement, la BD raconte la manière, les conditions dans lesquelles le photographe fait les photos. Et le photographe a même accepté de mettre ces fameuses planches contact où il y a les différentes photos, quel choix il a fait. Et il y a des scènes bouleversantes où effectivement on le voit prendre une photo, on voit la photo et on voit ensuite ce qui se passe derrière. Et pour les gens qui ont photographié. Et ça, c'est assez magique. Mais je reconnais que si on avait été convaincu à la base ce livre a été difficile à faire parce qu'il était fait en morceaux. C'est-à-dire qu'il y avait des bouts de pages de BD, il y avait l'idée de construire, d'intégrer ces photos. Enfin, je pense que tu t'es confronté à ça évidemment après. Grâce à lui aussi. Et effectivement, on a défriché des choses. Et il y avait même la question du dessin. Est-ce que le dessin doit être réaliste? Est-ce qu'il doit être... La première idée d'Emmanuel Guibert qui n'a pas tenu, de toute façon, que nous l'avons fortement déconseillé, c'était presque de faire des bonhommes patates pour se dire... Par rapport au réel de la photo, je ne dois pas concurrencer cette réalité, donc il me faut un dessin très neutre, très en retrait. Très marqué. Ouais. Et puis finalement, non, il a quand même été avec un dessin qui peut sembler simple, mais qui était magnifiquement... c'est le génie d'Emmanuel Guibert. Mais, et voilà, et ça, c'est vrai que c'est ce type de livre, qui semble évident quand c'est sorti. Il y avait une évidence
Il y avait personne s'est posé la question de se dire ah bon, vous avez mis des photos, mais pourquoi? Et tout d'un coup, ce qui semblait un peu curieux à la base, eh bien en fait a été immédiatement acquis et a permis après d'autres de continuer. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est une idée très intéressante. Alors c'est intéressant ce sujet des photos, j'essaie de m'y retrouver dans mes notes, on est dans le travail d'auteur évidemment. Je sais Cyril que vous travaillez aussi avec des photos, d'ailleurs dans votre dernier album, si je ne me trompe, Moon, il y a le travail que vous effectuez, enfin j'ai vu des images à ce propos en tout cas. Ok. Comment est-ce que ça vous inspire ça? Comment est-ce que vous travaillez justement à partir de cette base? Alors, avant de parler de Moon, donc on n'est plus du tout dans la BD de reportage, c'est mon dernier bouquin. Je vais revenir un tout petit peu avant sur ce que vous avez utilisé peut-être des photos auparavant. Ouais, tout à fait. Justement, ce que disait Jean-David, je trouvais ça très juste sur cette notion de. Donc, moi, je parlais de rencontrer des gens et de leur rendre hommage, ou en tout cas de parler de cette empathie. Mais il y a après cette notion un peu périlleuse, mais d'inventer le réel. La bande dessinée permet ça. Et quand je parlais de la jungle de Calais il y a un instant, il se trouve que j'ai fait un album de bande dessinée chez Futuropolis avec Sébastien qui s'appelle 9603 km et dans lequel, depuis ma table à dessin et avec énormément de photographies, parce que c'était mon matériau essentiel, j'ai mis en scène ce qu'était le parcours typique, entre guillemets, d'un réfugié. En l'occurrence, 9603 km, c'est la distance que parcourent ces deux gamins depuis l'Afghanistan jusqu'à la jungle de Calais, donc qui a été scénarisé par Stéphane Marchetti. Et voilà, et cet album, je ne suis pas allé sur place à aucun moment, j'ai pu le faire depuis ma table à dessin. Donc c'est deux travaux qui sont extrêmement différents. Ici, évidemment, j'ai eu besoin d'énormément de photos. Ça avait déjà été le cas auparavant pour un ouvrage qui était également chez Futuropolis qui s'appelle Le Printemps des Arabes, que j'avais fait avec Jean-Pierre Finu, où j'avais un certain nombre de photos ou de vidéos. Alors en général, bon, ça m'est propre, moi je pars de photos. Les vidéos, ça m'intéresse assez peu, surtout quand il y a des sujets extrêmement violents. Moi, il y a des choses que j'ai pas envie forcément de voir ou de voir bouger. Enfin, j'ai envie de dormir la nuit, quoi. Donc je vais plutôt vers des photos qui sont des instantanés, qui sont des choses autour desquelles moi après je peux tourner en tant que dessinateur. C'est-à-dire que j'ai une possibilité, j'ai un super pouvoir qui me permet de voir les choses en 3 dimensions. Si j'ai une photographie, moi, grâce à mon imagination et à cette faculté-là, je peux la développer, je peux la prolonger, je peux tourner autour. Et c'est ce qui fait que, notamment sur le Printemps des Arabes, sur cet album qui est très documentaire, parce qu'on parlait vraiment des révolutions arabes qui avaient lieu et avec des personnages qui étaient des personnes, en réalité. Sur ce bouquin, moi j'ai tendance à dire qu'il y a un tiers de documentation et 2 tiers d'imagination. C'est à peu près comme ça que je vois les choses. Mais par contre, il faut évidemment ce tiers documentaire de photos à partir duquel tout peut se passer. Jean-David, vous aussi, vous êtes amateur de photos, on l'a compris. Bon photographe également, il me semble. Je me pose pas cette question. Mais la photo, quelle est sa place par rapport à la BD pour vous? C'est l'inverse. En fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est la confrontation entre les deux. La photo, c'est 1 millième de seconde de recadrage du réel. Donc une photo peut d'ailleurs aussi bien mentir que n'importe quoi, en fait. C'est parce que c'est un moment. Si on prend une série de 1000 photos de vous en 1 minute, vous aurez un moment l'air joyeux et un moment l'air triste. Et après, le photographe, il choisit ce qu'il a envie de montrer. Donc voilà, et la bande dessinée, c'est quelque chose qui permet de raconter sur le long terme. Donc c'est en ça qu'elle se marie bien. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une proximité, enfin un instantané de la photo, d'ailleurs c'est le cas de le dire, et puis la longueur de la bande dessinée. Moi c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la photo, avant, ma passion c'était la BD, et mon métier c'était la BD. Et mes principales dépenses sont toujours d'ailleurs la bande dessinée. Donc je tournais un peu en rond, et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Quand je faisais une photo quelque part, il faut être pile au bon endroit au bon moment si on veut prendre une photo. Donc on n'a pas le choix, on est concentré sur la seconde en fait. Alors qu'en bande dessinée, quand je suis en train de travailler dans mon canapé, je suis toujours à un autre endroit à un autre moment. En fait, je suis jamais vraiment au moment précis. Donc c'est bien, ça permet d'équilibrer un peu les choses. Et c'est pour ça que j'aime faire de la photo. Le résultat, à la fin, il importe moins que le fait de le faire. Moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, et je vais la poser d'ailleurs. C'est celle de la légitimité de l'auteur de bande dessinée, qu'il soit scénariste ou dessinateur d'ailleurs, hein, par rapport à cette question de la BD reportage. Parce qu'il y a plein de choses qui se disent autour du fait d'être véritablement journaliste. Enfin, je ne vais pas m'étaler à ce propos, mais en quoi est-ce que
vous sentez les auteurs de BD de façon globale légitimes dans cette démarche? Moi, si je pense qu'un journaliste peut être légitime à faire de la bande dessinée, il n'y a pas de raison que je ne sois pas légitime à faire du reportage. Enfin, il n'y a aucune différence entre les deux. Et il ne faut pas interdire l'arrivée de la bande dessinée à des gens sous prétexte que ce ne serait pas leur métier de base. On Et parle inversement. souvent de formation et du fait que les auteurs ne sont pas nécessairement formés au journalisme, quoi. Ouais, En plus peut-être. qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu envie de l'être. Enfin, les réseaux sociaux, on voit beaucoup de journalistes, non? Je ne sais pas, en tout cas, pour ce qui est de la photo, on voit beaucoup de concurrence aux grands photographes, mais je pense que, enfin, c'est un peu hors sujet, mais je pense que paradoxalement, on se rend compte à travers toutes ces photos qu'on peut voir sur les réseaux qui sont les bons photographes. C'est-à-dire qu'il y a un effet de contraste. Avant, quand on voyait qu'une photo dans sa vie, on pensait que c'était la meilleure photo du monde. Si on en voit 10 000 et qu'on s'est repéré quelle est la bonne, alors finalement, on y a gagné quelque chose. Alors peut-être que nous aussi, notre point de vue d'auteur sur les sujets, il est pas inintéressant, ou parfois il est inintéressant, peu importe. Je sens que vous acquiescez, Sébastien, Cyril. Bah, c'est-à-dire que oui, comment dire, après, c'est le résultat qui compte, c'est aussi l'honnêteté de la démarche, c'est aussi pouvoir, je veux dire, à partir du moment où un auteur a envie de s'emparer d'un sujet et qu'il va à la rencontre de gens, puisque c'est souvent le cas, je vais éviter les BD Wikipédia hein, qui n'ont aucun intérêt, mais effectivement, là pour le coup, je trouve qu'effectivement, il y a malheureusement des bandes dessinées qui ne sont juste des fiches Wikipédia illustrées, et voilà, ça n'a pas aucun intérêt, j'en reçois beaucoup. Un sujet ne fait pas un bon livre. Hein. Moi, évidemment, comme chez Futuropolis, on publie énormément de bandes dessinées documentaires, on reçoit de tout. Mais de tout d'ailleurs, de plein de gens différents, et j'ai parfois aussi des projets de journalistes qui n'ont aucun intérêt non plus parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était la bande dessinée. Donc ils viennent avec un sujet qu'ils n'ont pas réussi à passer ailleurs et qui se disent bon bah là je vais pouvoir le faire là, sauf que ce qu'ils ont comme ils n'ont pas de point de vue non plus sur le sujet qu'ils abordent. Alors parce que la bande dessinée, malgré tout, de reportage majoritairement apporte un point de vue sur un sujet. Après, oui, il faut sourcer ce que l'on apporte, il faut le recouper, la parole des témoins ne suffit pas, même si elle est honnête, et ça veut parfois être intéressant de la recontextualiser. Et là, il y a un travail éditorial aussi à faire, c'est-à-dire de discussion, de confrontation, de recherche, de documentation. Et là, encore une fois, Étienne Davodo, qui par exemple ne se présente pas d'ailleurs comme un journaliste, va par contre faire un travail très documenté pour nourrir, et rigoureux pour nourrir son récit. Où il avoue et il assume sa subjectivité aussi, c'est ce que je disais par ailleurs. L'important c'est de le dire aussi, se dire, il ne faut pas tricher, il ne faut pas dire bah voilà, la vérité c'est ça. Non, c'est dire bah voilà, moi je vous raconte ça, voilà comment je l'ai vu, voilà comment je l'ai vécu, voilà ce que me racontent les gens. J'essaye parfois d'en apporter de la contradiction. Et après, il y a aussi la possibilité d'aller chercher un peu plus loin, parfois sur des sujets. Et il ne s'agit pas d'en faire le tour de la question non plus, de toute façon, sur un sujet. On peut le prendre de plein d'angles différents. Il faut une honnêteté, il faut une rigueur, de toute façon. Ça, c'est évident. Cyril, en quoi vous sentez-vous légitime? Ben moi, la légitimité, c'est une question que je trouve très intéressante, que je me suis posée de plein de manières différentes quand je faisais de la BD de reportage. J'ai commencé par en faire donc, avec Jean-Pierre Filiu, qui est un historien, un grand connaisseur de l'islam contemporain, qui a été diplomate, enfin bon, qui a un CV long comme le bras et qui connaît très très bien son sujet. Et moi j'ai fait ces deux albums voilà, avec Jean-Pierre. Et du coup, des fois, je me suis retrouvé dans des positions totalement illégitimes où on se retrouvait, selon moi en tout cas, où on se retrouvait à faire des rencontres comme ici. Et puis, il n'y avait que des gens qui connaissaient mieux le sujet que moi, en fait, et qui me posaient des questions sur qu'est-ce que vous pensez de la Syrie, de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ma connaissance, très concrètement, et j'ai aucun problème à le dire aujourd'hui, ma connaissance sur ces sujets est cantonnée à peu près à ces livres-là. En dehors de ça, je redeviens quelqu'un comme vous, qui écoute la radio, qui chope des infos où il peut, mais ça ne fait pas de moi un spécialiste voilà, de ce domaine. Après, la légitimité, elle s'est encore posée sur le terrain. Quand j'ai commencé à aller, notamment dans la jungle de Calais, où j'ai fait une très longue enquête accompagné d'une journaliste sur les économies souterraines des quartiers parisiens du Sentier et de Château-d'Eau, qui était un gros sujet de 46 pages qui a été publié dans la revue dessinée à l'époque, et qu'on peut lire en ligne. Ça, je ne savais pas, tu vois. Ok. D'accord. Donc, c'est une enquête d'un an
qu'on a menée avec une journaliste qui, à l'époque, sortait fraîchement d'école de journalisme, Amélie Mouget. Et moi, j'avais déjà fait un petit peu de terrain avant, mais j'avoue que quand j'ai commencé à faire du terrain avec elle, moi, j'ai appris plein de trucs. J'avais déjà, comme disait Sébastien, l'idée, c'est de s'emparer d'un sujet, et après, quand on a une curiosité, d'y mettre de la rigueur. C'est important, on ne peut pas être exhaustif, mais il y a tout un tas d'informations à côté desquelles on ne peut pas passer. Mais par contre, moi, ce que j'ignorais avant de travailler avec Amélie, c'était cette histoire de une voix ne suffit pas, une information doit être recoupée, il doit y avoir une multiplicité de sources. Il y a comment dire, dans la formation journalistique, j'imagine des choses qui sont extrêmement utiles, qu'on peut soi-même en tant que reporter ou en tant qu'auteur de bande dessinée, on peut y toucher un petit peu de loin, mais je pense qu'il y a des choses déontologiques, etc., qui sont bonnes à connaître. Moi, je me suis rendu compte, quand j'ai fait ce documentaire, ce reportage avec Amélie, que par le passé, j'avais fait des trucs de terrain qui étaient franchement limites en termes de récupération d'informations. Donc on apprend aussi, c'est une très longue réponse, mais la légitimité, on l'a quand on sait qu'on apprend, et quand on écoute des gens qui savent mieux que nous. Et ce que vous faites est un réel travail. Il paraît, ouais. Non, mais Il paraît. Je vais du coup dans votre sens, mais je trouve que c'est important de le considérer, parce que pour peu qu'on ait essayé un jour de tenter de faire une planche, ne serait-ce que ça, on réalise que c'est un vrai travail, oui, ça prend du temps. Oui, bien sûr. Oui, ça prend énormément de temps, enfin ça dépend pour qui, mais oui, moi ça peut me prendre beaucoup de temps. Je sais plus ce que je voulais dire à propos de... Oui, de la jungle de Calais. Je reviens sur la jungle de Calais et sur cette subjectivité, cette histoire de subjectivité qu'il fait bien falloir aborder à un moment. Moi, je reviens de la jungle de Calais avec un documentaire que j'ai fait fin 2015 où j'ai passé 8 jours sur place. Je rentrais dormir à l'hôtel, je précise toujours ce truc-là, j'étais pas sur place tout le temps. Et je reviens de ce truc, je reviens avec tout un tas de dessins et je suis complètement ébouriffé. Moi, il m'arrivait un truc pas possible. Et j'arrive à rédiger ce truc, j'arrive à lui faire prendre une forme et je le propose à la revue dessinée. Et la revue dessinée prend mon documentaire ou mon reportage et ils me disent mais on peut pas appeler ça un reportage. Alors je dis mais vous l'appelez comme vous voulez, moi je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que j'ai fait. Et ils me disent on va appeler ça un témoignage. Je dis ah, mais super, ouais, témoignage, ça c'est ça que j'ai fait, moi j'ai pas fait un reportage. Voilà, tout à fait. Alors, ces mots-là, ils s'entrechoquent, ils se complètent, parfois ils se divisent. Vous êtes en train de parler du travail d'auteur. Nous sommes en train d'aborder, évidemment, cette question-là depuis le début. Il y a des choix à faire. Alors, vous avez évoqué le fait d'être objectif ou subjectif. On ne sait pas trop si on peut être réellement objectif. Moi, je ne crois pas trop en ce mot-là. On essaye peut-être de l'être, mais en général, on fait des choix, ça c'est clair. L'auteur de BD, il revendique souvent une certaine neutralité plutôt que d'être objectif, il me semble. Non, je crois pas. Non, moi non plus, je crois pas. Bon, ok. C'est très bien. On peut développer. En tout cas, de l'honnêteté. Ah oui, bien sûr. Certainement pas. Non, je plaisante. Bon, je vais me permettre de citer quelqu'un de vos collègues. Je vais commencer par Troubs. Pour Humain, la Roya est un fleuve avec Baudouin, chez l'association. Et voici ce qu'il dit. Quand je pars, je me mets dans un état d'esprit d'ouverture et de découverte, à l'écoute d'autres manières de réfléchir et de voir le monde. Il faut être conscient de la réalité sans donner de leçons. Je continue dans un autre registre avec Lisa Mandel, enfin on est toujours dans la BD reportage, pour un automne à Beyrouth, mais c'est un autre traitement. Il y a toujours un angle quand on raconte le réel et qu'on n'est jamais entièrement objectif. Le principe est d'être honnête avec ce qu'on voit, en évitant les partis pris. Et puis enfin, on revient au photographe et Emmanuel Guibert qui parle de Davodo. On recherche tous les deux un truc difficile, une façon d'évoquer la vie des gens en gardant notre liberté d'auteur, mais en étant certain de ne jamais les trahir. Vous êtes là-dedans ? De toute façon, Emmanuel Guibert dit toujours des choses intelligentes et il le dit bien en plus. Alors oui. Sébastien, c'est peut-être le moment pour Joe Sacco de raconter pour la manière dont il rend hommage à ses sujets par le dessin. Moi, c'est vrai que Joe Sacco, justement, parlait de... Et Troubs le dit très bien, c'est-à-dire l'ouverture aux autres. Et je pense que moi, ma rencontre avec Joe Sacco m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'est certainement l'une des personnes les plus ouvertes aux gens que j'ai rencontrées. Mais
dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que même la première fois où je le rencontre, évidemment, j'ai plein de questions à lui poser. On commence à discuter. Et au bout de 10 minutes, il me dit, bon, bah tout ça, c'est bien, mais toi, c'est quoi ta vie? Voilà, c'est quoi? Comment ça se passe pour toi, etc. Bon, déjà, ça, c'est une chose. Et puis, moi, j'avais une question qui me... Je sais que Joe Sacco est un fan de Crumb. Et donc, son dessin, vous pourrez aller le voir, est très, voilà, plein de petits traits partout, etc. Et puis, je lui dis à un moment donné, mais quand même, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, vu la précision de ton dessin, t'es pas forcément obligé, surtout quand tu fais 400 pages, comme la 450 pages même pour la Gaza, tu pourrais être plus simple, tu vois. T'as besoin de faire tous ces petits traits parce que ça te permettrait d'aller un peu plus vite. Et puis il me dit, mais en fait, il faut que tu comprennes une chose. Moi, je vais voir des gens qui me donnent du temps. Ils acceptent, ils ne sont pas obligés, je ne les paye pas pour ça. Ils me reçoivent, ils m'accueillent, ils me racontent leur histoire. Je prends voilà, ils me passent du temps avec moi. Eh bien, faire mes pages de BD, c'est une manière de leur rendre ce temps. Merci Joe. Voilà, voilà ce qui me montre. Pour moi, ça dit tout de la force de cet auteur. Jean-David Bois. Ouais. Du coup, il boit souvent. Elle a raison, c'est de l'eau en plus, hein, donc ça va bien. Alors, moi, je me suis penché sur le mot authenticité, parce que je trouve aussi que c'est quelque chose de tout à fait important. Reste à savoir quelle en est la définition, enfin, laquelle on donne, comment est-ce qu'on la vit, cette authenticité-là. Et en allant au grec, oui, désolé, je suis retourné au grec ancien, je me suis aperçu... Je pensais au resto, moi aussi. Ça, ce sera après avec Vincent. J'ai réalisé que ce mot-là parle de l'auteur. Il fait référence donc à l'auteur, celui qui atteste de lui-même, et authentique, celui qui atteste de lui-même. Donc il se détermine par sa propre autorité. En tant qu'auteur de bande dessinée, comment est-ce que vous voyez sur ce plan-là? J'ai plombé l'ambiance, ça y est, vous êtes... C'est trop intelligent pour moi. C'est beaucoup trop Non, ça a intelligent été pour moi. validé par Gaëlle, elle m'a dit, ah ouais, ça c'est bien. Moi, je veux bien que tu reformules en réalité. Je suis pas certain de... Je voulais savoir de quelle manière est-ce que vous vous situiez par rapport à cette question d'authenticité, aussi bien par rapport à ce que vous relatez que par rapport à vous-même. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose déjà sur le fait que être auteur, c'est à un moment donné avoir l'impression d'avoir quelque chose à raconter pour les autres. Et ça, c'est un ego aussi, c'est-à-dire, mais c'est un moment donné de se dire, bah oui, j'ai envie d'aller raconter quelque chose pour d'autres. Tout le monde l'a pas. En tout cas, si beaucoup de gens peuvent l'avoir, il suffit de regarder des fois les réseaux, mais c'est d'aller jusqu'au bout et de s'y tenir et de travailler pour ça, parce que c'est très long à faire, une bande dessinée, comme on le disait tout à l'heure. Eh bien, c'est à un moment donné de se dire, bah oui, je me sens légitime à raconter quelque chose pour les autres. Et peut-être que là-dedans, il y a cette authenticité-là, c'est-à-dire ce côté, bah, en tout cas, je vais essayer de donner le maximum pour ça, quel que soit le sujet, d'ailleurs, pour moi, quel que soit le sujet. Et voilà, et je pense qu'on est porté par ça quand on est auteur, je pense qu'on a ce côté-là, se dire, bah oui, j'y vais, quoi, j'y vais. Et moi, je sais que je me sens, par exemple, très illégitime, parce que je suis autodidacte en tant que dessinateur. J'ai publié les plus grands auteurs depuis 30 ans, franchement. Donc normalement, je ne devrais pas me lancer, parce que je compare mon dessin et je compare le dessin des autres que je publie, et même au quotidien, je me dis, mais non, il ne faut pas y aller. Et puis il y a quelque chose quand même qui pousse à y aller. Et voilà, en se disant, bon, il y a quand même, voilà, j'ai quand même envie d'essayer de raconter des choses. Et là-dessus, bon, voilà. Après, on peut trouver que c'est complètement à côté, mais c'est... En tout cas, ce truc personnel, intime, je pense que, voilà, l'authenticité est peut-être là-dedans. Non, c'est une super réponse, oui, c'est ça que je voulais dire, en fait. Oui, je n'hésiterai pas à te demander à l'avenir. Non, mais ce point de départ, d'avoir l'ego suffisant pour dire oui, je vais raconter quelque chose qui peut intéresser,
c'est l'amorce, c'est le point de départ, et puis après, il y a la reconnaissance, il y a ce qu'on trouve en face, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, moi, auteur, déjà trouver un éditeur qui trouve aussi ce que je raconte intéressant, et qui me dise, on va en faire un livre, qu'on va tirer à je ne sais pas combien d'exemplaires, et qu'on va positionner en librairie, et que des gens vont potentiellement acheter. Et puis cette reconnaissance, elle arrive encore dans un second temps avec des lectrices, des lecteurs, et ça renforce cette légitimité de départ, et ça gonfle nos égos, et c'est terrible. Après, on devient fou. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est un échange qui continue après, qui fait que, bon, effectivement, quand on a publié 5, 6, 8 bouquins, on se pose moins la question de est-ce que je vais en publier d'autres. Par contre, on se pose la question de est-ce que ce que je vais raconter est intéressant. Moi, c'était mon rêve de faire de la bande dessinée. Quand j'avais 5 ans, ma grand-mère, elle me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je disais de la BD. J'ai réalisé ce rêve à 25 ans. C'était vachement tôt, j'ai publié à la lettre près dont on parlait tout à l'heure à 25 ans. Et moi, j'avais atteint mon rêve à 25 ans, quoi. Ça plombe un peu, c'est bizarre. Mais par la suite, du coup, il a fallu que je fasse des bonnes bandes dessinées. Je dis pas que la première était pas bonne, mais mon exigence, mon envie, elle s'est déplacée, et ça a été ça. Maintenant, je vais faire d'autres bandes dessinées, mais des choses intéressantes, au-delà de la forme, au-delà de faire une bande dessinée. Jean-David. Pour l'authenticité, je vais pas parler de moi, mais je vais parler de quelqu'un que je trouve vraiment authentique, qui est et l'authenticité, c'est de porter ce qu'on va dire ses valeurs. C'est un mot un peu fourre-tout, mais un peu partout. Alors je vais parler de Madeleine Riffaut, qui est mon amie, qui a 97 ans, qui est une ancienne résistante, qui était au FTP, hein. Donc qui a tué un Allemand sur le pont de Solferino de 2 balles dans la tête en 1944, et qui a porté cette authenticité-là après la guerre, puisqu'elle est devenue journaliste anticolonialiste. Et elle a porté une voix qui était celle de la résistance, c'est-à-dire la voix du patriotisme, on va dire patriotisme de gauche, d'une certaine manière, c'est-à-dire de dire de ne pas suivre la ligne officielle de la France et de dire moi je suis patriote contrairement à l'OAS, parce que je ne veux pas que la France se conduise comme les Allemands se sont conduits chez nous. Donc elle est allée témoigner en Algérie et puis au Vietnam, où elle était une des deux seules, avec Burchett, qui est un grand journaliste australien, à aller en 64 dans les maquis Viet Cong, dans les souterrains des Viet Cong pendant 3 mois, et porter ça en France, ramener ça en France, et aussi bien au niveau autrice qu'au niveau journaliste. C'est-à-dire qu'elle faisait à la fois des poèmes dans les magazines d'Aragon, et puis en même temps aux Lettres françaises, voilà, Aragon l'a publié, et en même temps elle écrivait des livres de reportages, et en même temps elle écrivait dans l'UMA. Donc il y a là déjà une sorte de mélange des genres, mais tout, quand on a les clés, tout amène à la même chose, c'est-à-dire à cette espèce de suite dans les idées incroyables qui font qu'une vie a une légitimité, et personne n'a germé, enfin beaucoup de gens en ont voulu ou se sont battus avec Madeleine Riffaut, dont Papon, par exemple, qui a écrit un fabuleux article qui s'appelle « J'ai diffamé Monsieur Papon », au moment où il faisait torturer les étudiants algériens dans les caves de Paris, qu'on appelait les caves qui chantent, puisque les gens se plaignaient dans Paris parce qu'ils entendaient des gens crier toute la nuit. Donc c'était les Algériens, les étudiants algériens qui étaient torturés par les barbouzes de Papon. Donc elle était en guerre permanente, et elle en a fait des livres de fiction, des nouvelles, toutes sortes de choses complètement différentes. Donc, et puis elle est devenue autrice de bande dessinée à 96 ans, donc c'est l'inverse. Et elle est tout aussi investie dans la bande dessinée qu'elle était investie dans le reste. Mais on sent la ligne, quoi. Et peut-être que cette authenticité-là, on la verra quand on fera un retour sur notre travail à la fin. Il y a déjà un bon commencement, hein. Enfin, j'ai cru comprendre que quelques tomes étaient prévus. Oui. Quelques. Remarquable. J'espère que vous avez lu tout cela. Et puis Moi, je plus, l'ai lu, en tout cas. oui, c'est bien. Et en plus, à la fin, il y a l'histoire de la rencontre, justement. C'est une rencontre quand même très très particulière. Comment est-ce que, à travers une bande dessinée comme celle-là, qui est une véritable œuvre, vous arrivez à être justement, je reviens à ce mot, fidèle à ce parcours? Comment est-ce que vous réussissez à l'être? Bah là, pour le coup, Madeleine, je l'ai écouté 5 ans. C'est-à-dire, sur les 5 ans qu'on a passé à parler, moi, j'ai peut-être passé 10 minutes à parler. Et puis elle a passé le reste. Donc bon, elle est bavarde, hein. J'étais encore avec elle il y a 2 jours. Donc j'ai passé encore 2 jours avec elle. Mais
Bah, je sais pas en fait, mais c'est ça en fait, c'est un parcours. Je faisais la BD Irena chez Glénat et puis avec David Évrard, et Irena, elle est morte en 2008, j'ai pas pu la rencontrer. Et peut-être que j'avais ce manque de légitimité là. Enfin, je suis pas polonais. J'ai cherché longtemps comment raconter une histoire sur les ghettos. C'est un mot qui m'intéressait, mais depuis longtemps, depuis Bernard Lavilliers, Stan de Ghetto. Bon bref, c'est un long parcours, le mot ghetto pour moi, et qui vient tout à fait d'autre chose, et je voulais raconter ça, et puis j'ai trouvé Irena par hasard, donc voilà, elle est pas juive, elle rentre dans le ghetto, c'était ma porte d'entrée dans le ghetto, avant je trouvais pas comment raconter cette histoire, et puis je l'ai pas rencontrée, donc je me sentais peut-être pas, enfin j'étais content de raconter cette BD, mais il me manquait un petit quelque chose, et j'ai vu à la télé Madeleine dans un documentaire, et je me suis dit, mais en fait t'as encore la chance incroyable de pouvoir rencontrer des gens qui ont vécu ça, donc je l'ai appelée, elle m'a envoyé chier comme d'hab, et puis après finalement elle m'a invité chez elle, et ça s'est bien passé, et c'est vrai que ça fait 5 ans que ça dure, mais bah, je sais plus ce que je voulais dire, tiens. Fidélité à l'œuvre. Ah oui, fidélité à l'œuvre, mais oui, mais alors évidemment, il faut l'écouter. Bon, maintenant elle est aveugle, donc elle peut même pas lire la BD, donc moi je lui ai relu là tout le tome 2 qu'on est en train de faire, case par case, donc c'est un boulot intéressant, mais elle est toujours aussi pointue, elle réfléchit toujours autant. Et même 2 mois après, elle peut nous dire « Ah, mais je me souviens, tu m'avais dit ça, ça me gênait un peu, donc hop, on corrige. » Donc elle est vraiment autrice de BD, enfin, c'est pas juste quelqu'un qui raconte l'histoire. Mais ce que disait Sébastien tout à l'heure aussi sur le fait de faire attention à ne pas se tromper, de recroiser les sources, vous le disiez tout à l'heure, par exemple, que le témoignage est parfois un peu compliqué. Madeleine, elle m'a raconté l'histoire de ce gars qui l'a violée au passage de la ligne de démarcation en 42, et elle m'a dit c'était un milicien. Donc nous en fait dans la BD, alors qu'on a tout vérifié, vraiment on a fait attention à plein de trucs, il est milicien, on l'a mis milicien, mais ça se passe en 42, la milice a été créée plus tard, donc il pouvait pas être milicien, mais alors dans sa tête il était milicien parce qu'elle l'a connu après, c'est une longue histoire, on résume un peu en BD, mais il était devenu milicien, mais avant il était dans le sol, qui est la première, l'ancêtre de la milice, on va dire déjà par Darnan dans la zone sud, dans la zone nono, comme on dit, la zone non occupée, enfin comme elle dit. Et donc dans la 2e édition, on a changé ça. Donc il faut faire attention vraiment à tout. C'est vraiment, pour une fois que je me disais, là il n'y a pas de souci, ben, on s'est planté. Donc il faut vérifier vachement. Alors ça m'amène à un sujet qui pour moi est particulièrement important, pour en avoir discuté d'ailleurs avec le dessinateur Dominique Bertaille. Il y a aussi une scène de torture dans cet album, et on en trouve dans différents albums que vous avez publiés ou que vous avez peut-être dessiné aussi. Hein. Oui, et bien sûr. Et moi j'en ai vu un certain nombre qui étaient à peine supportables, ce qui n'est pas le cas ici. Et justement, Bertaille disait qu'il avait attaché une attention toute particulière au traitement des images, hein, pour dire les choses mais sans les dire trop. Comment est-ce que vous arrivez à dire cet indicible? Comment est-ce que vous travaillez aussi bien sur le plan du scénario que du dessin pour dire des choses qu'il est très difficile de dire en fait? Bah, moi je compte sur Dominique. C'est pratique en fait. Vous travaillez un peu ensemble quand même. Oui, bien sûr, mais il a quand même une manière de raconter l'histoire. On parlait tout à l'heure de l'évidence, enfin Sébastien parlait de l'évidence du photographe, et c'est vrai que soudain... moi en tout cas, je peux pas imaginer de voir autrement la vie de Madeleine qu'avec le dessin de Dominique. Donc c'est des choses comme ça qui deviennent évidentes alors que c'était pas donné au départ. Donc on le voulait, on l'a attendu 1 an et demi. Dominique, comme je dis toujours, quand on travaille avec une dame qui avait à l'époque 95 ans, pour attendre 1 an et demi, il faut être sûr que c'est vraiment le dessinateur qu'on veut. Hein. Donc on en était sûr. Donc voilà, c'est du coup. Il y a des choix éditoriaux, il y a des choix de ce que l'on veut montrer, des images justement que l'on dessine. Mais je pense que de toute façon, il y a quelque chose d'assez évident. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à le dessiner aussi? Il faut bien penser que quand on dessine une bande dessinée, c'est énormément de cases. Est-ce qu'on a envie de dessiner des gens torturés? Est-ce qu'on a envie de le faire? Déjà, c'est une réalité. Le fait de devoir le faire, le dessiner. Donc, assez logiquement, il peut y avoir cette tentation de se dire, bah voilà, quelle est notre ligne? Est-ce qu'on est prêt à la franchir ou pas? Et les choses viennent assez naturellement. N'oublions pas que la bande dessinée, c'est d'abord un art de la narration. Et donc, c'est la manière dont on amène les choses, dont on amène les sujets, dont on amène les séquences. Et c'est ça le vrai travail principal. Après, le dessin, il a un style, il est plus ou moins travaillé, il est plus ou moins... Mais on peut avoir des styles, finalement... je vois, là, tu parlais de
Irena, bah, tu vois, c'est pas un style forcément réaliste pur, mais on peut montrer des choses. Il y a différentes façons. Moi, c'est vrai que par exemple, Gérard Mordillat, il m'a proposé son histoire de Nobody, qui est l'histoire d'un homme qui est tenté par l'extrême droite. Et il m'a dit, moi je veux pas un dessin réaliste justement parce que je veux une distance, je n'ai pas envie que ça soit trop glauque ou trop rude, j'ai envie d'avoir cette distance-là pour le raconter. Et voilà, donc c'est ces réflexions-là qui viennent plus naturellement et c'est dans cet équilibre entre l'histoire et le dessin quand il y a plusieurs auteurs qui se fait naturellement. Et je pense que il y a des choses. Le côté frontal, de toute façon, surtout pour des images fixes. Quand vous avez dessiné une scène de torture, si vous dessinez une scène de torture vraiment en frontal, elle est là. Hein. C'est-à-dire que c'est pas comme un film où, à la limite, elle est montrée, mais Elle reste, ouais. mais elle passe. Là, elle reste. Et forcément, la question se pose. Et donc, on trouve des biais. L'idée n'est pas de toute façon d'être complaisant, voilà, avec un certain nombre de choses. Ça arrive, malheureusement. Oui, bien sûr, mais c'est hélas, mais il y en a, bien sûr, bien sûr. De toute façon, il est hors de question de ne pas le raconter. Donc Voilà, il faut aussi bien ça. trouver comment le raconter. Exactement. Et si ça peut être contre-productif, c'est-à-dire que si on le raconte d'une manière trop frontale, bon, ça m'est arrivé avec une scène des Einsatzgruppen, donc de la Shoah par balle avec David Evrard, où je pensais qu'il avait un dessin suffisamment, on va dire, jeunesse pour pouvoir montrer ça en frontal, et en fait c'était impossible, même moi en voyant les storyboards, donc les brouillons de la page, j'étais incapable de le regarder, c'était trop dur. Donc on avait deux choix, soit on le racontait pas, soit on trouvait comment le raconter autrement. Comme il est hors de question de ne pas le raconter, comme les tortures que Madeleine raconte, parce qu'elle les raconte, eh ben, il faut trouver comment faire pour que les gens ils referment pas le livre en fait aussi pour nous. C'est-à-dire que si c'est trop dur, alors on referme le livre, donc il faut trouver, et puis voilà, c'est notre boulot hein, en même temps. Cyril, ce que vous montrez aussi, c'est pas forcément drôle d'ailleurs. Non, non, du tout. La bande dessinée offre cet avantage, d'ailleurs, comme le cinéma, avec le principe des coupures ou des fondus enchaînés, mais la bande dessinée, tu disais qu'il y avait ce principe narratif. Il y a le principe de l'ellipse qui est très fort en bande dessinée. Il y a l'ellipse, il y a ce qu'on choisit de montrer dans l'image ou pas. Ça, c'est guidé par, comme disait Sébastien, notre envie ou pas de le faire. Moi, je rajouterais des notions de pudeur. Donc il y a ce qui se passe dans la case, mais il y a aussi ce qui se passe entre deux cases, qui est ce blanc qui existe et qui en fait est un lieu, un endroit où le lecteur ou la lectrice imagine énormément de choses. C'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément gaffe, mais ça existe ça. Donc les deux cases qu'on va choisir de part et d'autre de cette ellipse, elles vont aussi impulser des choses. Mais voilà, la pudeur pour moi c'est une telle évidence. Aller faire quelque chose de spectaculaire à partir de quelque chose d'horrible, qu'il s'agisse d'une histoire de viol, de torture, en faire quelque chose de spectaculaire, alors effectivement ça se pratique. Moi je trouve ça clairement putassier, c'est pas nécessaire, ça n'apporte rien. Si on veut, si on aime le sang, si on aime les trucs dégueulasses, il y a tout un cinéma, toute une bande dessinée de fiction qui existe là-dessus. Faire ça avec du réel, là moi éthiquement je peux pas suivre. Donc là il y a une nuance importante que vous soulignez. Même si parfois avec le réel, dans le réel plutôt vous intégrez de la fiction aussi, vous êtes obligé quelque part, je ne sais pas, à vous de me dire, hein, d'intégrer des éléments de fiction ou de modifier le réel pour qu'il soit acceptable. Si on parle de même acceptable, mais juste lisible, si on parle de Madeleine Riffaut, 97 ans de vie, on ne peut pas faire une BD qui se lit pendant 97 ans. Donc il y a forcément un moment où il va falloir compresser, choisir des moments, mettre des éléments ensemble. Quand il y a une scène toute bête où on apprend qu'elle a appris à conduire jeune et elle s'est tirée sur les oiseaux, c'était pas au même moment, mais on a fait une scène qui se passe au même moment. Voilà, ça c'est le montage, donc on est bien obligé de recréer tout ce qu'on n'a pas en détail et puis de le donner aux gens. C'est comme le montage au cinéma, c'est logique, donc ça, encore une fois, c'est notre métier. D'autres remarques à ce propos? On arrive tout doucement à la fin de notre table ronde déjà. Non, mais de toute façon, c'est un récit. Donc, à partir du moment où c'est un récit, il y a des séquences, donc elles doivent être mises en scène, et parfois, il nous manque des éléments. Il faut bien penser qu'en dessin, en plus, tout doit être... dans chaque case, il y a des questions qui se posent. Et même parfois, tu parlais de photos. On peut avoir une photo, on a la côté pile, mais on n'a pas l'autre côté.
Donc, si on veut faire des chants contre chants, on n'a parfois qu'une partie de la scène. Donc, il faut se dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, si on n'arrive pas à la retrouver, comment on se débrouille, il faut un peu recomposer. L'important, c'est d'être juste, de pas effectivement d'être respectueux de la vie, en tout cas des personnes que l'on raconte, et que les raccourcis qu'on peut faire ou les petites inventions pour faire les liaisons ne viennent pas effectivement les trahir. Mais sinon, c'est un récit. Donc effectivement, il y a cette nécessité-là. Oui, on s'autorise à tordre la réalité, bien sûr. Bien sûr, à tort ou à raison, on peut se planter aussi. Bah dans le Madeleine, il y a une scène dans le premier, il y a une longue scène au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, où on pourrait dire que c'est une scène où il se passe rien. Bon, mais c'est bien, il se passe des choses quand même. Et donc, il y a un moment où on était tous à l'intérieur du Sana, et Dominique, il voulait une scène de promenade dans la forêt qui n'a pas existé, de Madeleine et son amoureux, donc on l'a inventé. J'ai écrit, il y a une avalanche, on est venu à une idée d'avalanche, puis j'ai écrit une scène un texte sur les flocons de neige, bon, qui est une sorte de métaphore de la résistance. Et donc, ça, c'est totalement inventé. Donc, après, on serrait les fesses quand on l'a lu à Madeleine. Et puis, elle a dit, c'est bien, c'est cool, j'aurais pu vivre ça, j'aurais pu le dire, donc c'est bien. Donc, voilà. Donc, elle aussi, elle sait comment on raconte des histoires. Donc, c'est aussi la force des choses. On raconte une histoire. Donc, on n'est pas juste dans un réel figé. Il faut aussi donner envie aux gens de tourner la page. Toujours par rapport à ce lien entre réel et fiction, Cyril, vous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup traité du réel et que vous allez plutôt vers la fiction, si j'ai bien compris. Oui. Jean-David, vous êtes plutôt parti de la fiction, même si elle était... Moi, je fais tout, toujours. Hein. Oui, c'est ça. Pas de problème. Énormément, même. Il est Mais tout là, terrain, vous êtes plus Jean-David. dans le réel, quand même, ces derniers temps. Ouais, non, mais parce que c'est mes BD qui marchent le mieux, mais j'en fais d'autres qui se vendent pas et qui sont de la science-fiction. Hein. Avant, c'est les BD de science-fiction. C'était qui se l'inverse. vendaient. Voilà. Mais vous faites donc tellement de choses. Comment est-ce que ce va-et-vient se produit pour vous? C'est pour ça que j'ai arrêté d'être dessinateur, parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas faire la même chose pendant un an, donc il fallait que je passe d'un truc à l'autre. En fait, quand j'arrête de penser à une série, elle continue à tourner derrière, mais quand je suis bloqué, je passe à autre chose, et puis après, j'ai la solution directement 3 jours après, donc je peux revenir. Donc c'est la manière dont fonctionne mon cerveau. Après ça, j'ai pas choisi, mais c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Je fais aussi ce métier-là parce que c'est simple, parce que je sais le faire, parce que j'ai appris à le faire. Je dis toujours que je préfère faire ça que d'aller à la mine. On me dit c'est dur votre métier, de faire plein de séries. Non, c'est pas dur en fait. C'est pas dur. C'est notre habitude, c'est ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est simple, c'est bête à dire, c'est beaucoup de difficultés, mais on n'a pas l'impression de travailler, donc finalement c'est simple. Cyril, pourquoi passer du réel vers la fiction? Pour le gag. Parce que j'adore le gag. C'est contextuel. Il y a je ne sais pas si vous avez eu un confinement en France à un moment. En 2020, et puis moi ça faisait 10 ans que j'avais pas écrit et que je portais cette histoire, enfin je portais plus ces paysages en moi depuis 7 ans, et puis j'ai vu cette opportunité de me remettre à écrire, et donc je me suis lancé. Moi je fonctionne un peu comme Jean-David, mais de manière monomaniaque, c'est-à-dire que moi je suis entièrement sur un livre, mais par contre je fais des allers-retours incessants parce que le langage de la bande dessinée le permet, entre le dessin et le texte. J'ai commencé à écrire, puis très rapidement, au bout de, je sais plus, 10-20 pages qui étaient écrites, j'étais bloqué. Et puis après, là, je me suis rappelé que j'aimais dessiner. Donc j'ai fait ce qu'on appelle du storyboard, du brouillon. Et puis je me suis cogné à un moment donné, donc je suis revenu à l'écriture. Et puis finalement, ça s'est passé comme ça. Et puis, pour essayer de mieux te répondre, pourquoi un retour à la fiction? Parce que dans la fiction, il y a quand même cette chose incroyable où on est le seul maître à bord. J'irais jusqu'à dire on est Dieu. Non, c'est un truc de dingue. Tout faire soi-même, à part les couleurs qu'il faut toujours saluer, qui sont d'Isabelle Merlet. Mais sinon, on fait depuis tout à l'heure le lien avec le cinéma. Quand on écrit et quand on dessine sa propre bande dessinée, on est le réalisateur, on est le scénariste, on est le cadreur, on fait l'éclairage, on est ses propres acteurs. Enfin, on fait absolument tout. C'est totalement grisant. Donc voilà, il y a cette envie, moi, que j'ai retrouvée, qui me manquait. J'avais pu faire de la bande dessinée de reportage à quelques moments où
bah voilà, il y avait une petite frustration de ne pas écrire moi-même les dialogues, par exemple. Je suis très, très, très exigeant et j'aime beaucoup les dialogues. Et voilà, j'ai fait quelques bouquins où j'ai pas pu le faire moi. Donc je veux pas dire que ça naît d'une frustration, mais ça naît d'une envie qui est revenue très très fort avec ce livre-là, avec cette bande dessinée. Voilà, on arrive quasiment au bout. On va laisser de la place à quelques questions. J'en ai une toute dernière, le temps que vous vous prépariez, mais peut-être qu'elles sont déjà bien présentes avec tout ce qu'on a entendu de très riche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme territoire à explorer en bande dessinée, Sébastien Gnedig, en tant qu'éditeur, peut-être, est-ce que vous avez des perspectives, même si Futuropolis me semble quand même dans un cadre assez... avec une ligne éditoriale bien précise? Oui, enfin, moi j'aime beaucoup la fiction, j'aime beaucoup aussi les récits d'atmosphère, mais alors c'est quelque chose qui marche pas du tout. Moi j'adore des livres où juste c'est une écriture dessinée par exemple, on parlait des choses qui marchent pas, ça c'est très dur parce que ça se pitche pas. Et comme il y a tellement de livres qui sortent, et même des libraires le disent, bah oui, ton bouquin il est bien là, mais ce bouquin-là, enfin pas le mien, mais ce bouquin-là, il est bien, mais je peux pas le résumer, on peut pas le résumer facilement. Et là, il y a tellement de choses qui sortent, il faut que ça aille vite, et c'est aussi pour ça, voilà, qu'on parle voilà, il faut pouvoir aller en 30 secondes. C'est quoi ton sujet? Et il y a des livres qui sont que de l'atmosphère. Et moi, j'aime beaucoup ça. Après, pour parler d'exploration, je pense qu'il y a encore plein de choses qui se font. Parce qu'effectivement, moi, j'ai publié, par exemple, une somme, mais qui peut rejoindre un peu Sapiens, mais qui est « Et l'homme créa les dieux », qui est une de Joseph Béé, qui est l'œuvre de sa vie, parce qu'il a été convaincu par un essai absolument monstrueux qui parle de « Pourquoi l'homme croit », et qui est une synthèse déjà de nombreuses réflexions, de travaux scientifiques, de la recherche de la manière dont le cerveau fonctionne, comment nous, êtres humains, on évolue et comment nos sociétés ont évolué, etc., 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 qui montre comment on en arrive à ces différentes croyances. C'est un travail de fou, et en même temps, justement, il a trouvé des manières simple pour arriver à nous faire, voilà, à donner une synthèse qui n'est pas un digest de ce travail. Et je pense que là aussi, on parle, je pense aussi avec Filiu, ce qu'avait fait David B. sur Les meilleurs ennemis, qui était une réflexion historique sur les relations entre le Moyen-Orient et les États-Unis depuis leur création, où il avait viré 80% du texte de Jean-Pierre Filiu. 80% de son essai pour montrer, et de manière symbolique, des images. Il avait trouvé image à image des choses qui, tout d'un coup, permettaient de comprendre la complexité des relations internationales. Et je me dis, en fait, à partir du moment où on travaille sur ces relations entre le dessin et l'image, qui est pour moi, effectivement, je rejoins Jean-David, c'est mon média préféré, et je pense qu'il y a 1000 choses encore possibles, eh bien, il y a encore plein de possibilités d'exploration. Et je veux le croire aussi dans la fiction, d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais voilà, tout ce qui est science, tout ce qui est, etc., à mon avis, il y a encore beaucoup de choses là-dessus. Et qui, d'ailleurs, a telle enseigne que moi, quand je vais dans des librairies généralistes, d'ailleurs, même très pointues, beaucoup nous disent, on a fait un essai l'année dernière qui s'appelle « Le choix du chômage », de Benoît Colomba et Damien Cuvillier, qui est un gros succès et qui est très technique, très pointu, puisqu'il explique pourquoi, depuis toute la Ve République, les hommes politiques ont fait le choix du chômage plutôt que du plein emploi, quoi qu'ils en aient dit. Et c'est une enquête très documentée en allant chercher les gens. Eh bien, lui-même disait, mais dans la catégorie essai de leur librairie généraliste, c'est le plus gros succès de l'année. Parce qu'effectivement, même pour des gens qui sont intéressés d'ailleurs par qui lisent des essais, même les plus pointus, eh bien, ils peuvent parfois y revenir, justement, se dire, on va aller vers la bande dessinée parce qu'elle nous permet de ne pas passer 800 pages assez techniques et qu'il y a voilà, et que ça peut quand même délivrer un savoir aussi. Donc, dans cette partie documentaire, en tout cas, je pense qu'on est loin d'être au bout de l'exploration. Jean-David, Cyril, des territoires à explorer? En fait, dans le même genre, il y a longtemps, j'ai fait une BD qui s'appelle Vie tranchée, qui était finalement, que Cyril connaît, on avait récupéré des fiches de Villévrard, qui était
l'hôpital psychiatrique dans lequel étaient envoyés les soldats de la Première Guerre mondiale qui était fou. Et en fait, on a fait une BD autour de ça qui raconte à la fois l'histoire et par petites histoires, en fait, des vies de certaines personnes à l'intérieur de cet hôpital. Qu'est-ce qu'on pouvait... Enfin, ça n'existait pas, en fait, en livre. Personne n'avait jamais utilisé ça. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux qu'une bande dessinée, finalement, pour raconter tout ça, la vie des gens, leur rendre une vie, et puis raconter en même temps l'histoire autour. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... La BD offre beaucoup de choses, et je veux bien croire que ce qui va arriver demain, on ne le connaît pas encore, et tant mieux. Je veux dire, beaucoup d'éditeurs... et c'est normal, finalement, d'une certaine manière, essaye de faire, quand il y a un succès, des choses qui ressemblent un peu. Donc, mais le succès d'après, c'est quelque chose qu'on n'aura pas du tout imaginé. Donc il faut attendre de voir ce que les auteurs vont faire et ce qui va créer une nouvelle vague, et puis qui en créera une autre plus tard. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans la BD. En nouveau territoire à conquérir, ouais, enfin, moi je peux que tomber d'accord avec mes deux camarades sur le fait qu'il y a encore tout à faire sur ce langage du dessin et du texte qui est infini. À titre personnel, moi je me verrais bien, je dis que j'ai tourné la page de la bande dessinée documentaire, j'aimerais bien y revenir dans quelques années, mais avec une fiction très très assumée, une espèce de forme hybride où je me permettrais vraiment de tordre la réalité pour voir jusqu'où je peux aller sans trop me planter. Ça m'intéresse. C'est un peu vague, mais c'est quelque chose qui commence à grandir. On attend alors avec impatience. Des questions ? On se donne un peu de temps pour cela. Alors je vais essayer de faire passer le micro. Je vais circuler, non mais gardez-les. On va éviter. Je ne sais pas quelle main s'était levée en premier. À la suite. Bonjour, merci pour cette conférence. Petite remarque par rapport à ce que disait Cyril, déjà je pensais au dessin de tribunal, concernant l'endroit où peut pas aller la photographe ou Très juste. Et par rapport aux fictions, documentaires, etc., comme Jour de sable, par exemple, qui est une fiction, mais qui raconte quand même une période réelle. Est-ce que c'est pas considéré un peu comme de la BD reportage quelque part? Je saurais pas te dire, j'ai pas lu. C'est une BD reportage sur le reportage en plus. Donc, non, mais c'est parce que le personnage est complètement fictif. Oui, tout à fait. Mais elle a quand même mis des vraies photos à la fin, c'est mes deux jambes. C'est bien. Du coup, la question, c'était est-ce que vous voyez une différence? Quel est votre point de vue sur une différence entre le dessin de presse et le BD reportage? Parce que je pensais par exemple, quand vous avez fait votre historique, aux planches dessinées du petit journal par exemple, ou des choses comme ça, au début du XXe. Est-ce que c'est de la BD? Est-ce que c'est du dessin de presse? Moi, la revue dessinée, ça revient un peu sur ce principe-là aussi. Alors si on parle vraiment de dessin de presse, moi je vais te répondre en tant que dessinateur. Le dessin de presse, c'est vraiment un exercice à part qui consiste à fusionner, à synthétiser en un dessin tout un tas de choses, ce dont moi par exemple en tant que dessinateur narratif et séquentiel, je suis incapable. Voilà pour un premier élément de réponse. Pour ce qui se fait dans la revue dessinée, il y a tellement de choses qui se passent dans la revue dessinée. La revue dessinée, il me semble, à un moment... je parlais tout à l'heure de cet écueil, entre guillemets, de la bande dessinée trop didactique ou trop pédagogique. Je pense que la bande dessinée a eu une période comme ça et qu'ils en sont ressortis, notamment en assumant d'aller rechercher je vais dire du beau dessin, c'est un peu délicat, mais en tout cas d'aller chercher du dessin qui n'est pas uniquement là pour schématiser une idée, pour la simplifier, mais aussi pour aller chercher du dessin qui peut être agréable à regarder, beau et servir un propos également. Ouais. Je dirais aussi que pour la revue dessinée, ils sont liés à un nombre de pages limité, donc on est vraiment sur le traitement d'un sujet. Et souvent, effectivement, c'est un mariage d'ailleurs entre un journaliste ou une journaliste et un dessinateur ou une dessinatrice qui est au service du propos. Et on est quand même dans quelque chose d'assez condensé parce qu'il faut faire passer l'information et donc ils essayent d'être le plus objectif, ou en tout cas plus dans le reportage pur, plutôt que ces récits plus longs dont on parlait, d'Étienne, Davodo, de Josako, etc., sur lesquels il y a quand même plus de pages, plus de possibilités pour raconter des choses et dans lequel on va donner un peu plus de champ au subjectif ou à la personne ou au récit lui-même. Donc là, on est dans quelque chose d'assez factuel dans la revue.
Voilà, c'est peut-être ça la différence entre les... Oui, avec clairement en ligne de mire une recherche, enfin le fait de tendre vers une objectivité journalistique. Ça, c'est beaucoup plus propre à la revue dessinée, par exemple. Même si c'est des sujets qui peuvent être polémiques, hein, c'est-à-dire ou engagés volontairement, c'est-à-dire sortir, enfin parler de choses qui font mal, on n'est pas du tout dans quelque chose de neutre. C'est pas consensuel. Et souvent, avec la revue dessinée, ce qui se passe, c'est qu'il y a une publication dans la revue elle-même et ensuite la sortie d'un livre beaucoup plus dense. Une pagination Oui, plus importante. parce qu'il y a une attente un peu, il y a les gens qui sont abonnés à la revue, et puis parfois il y a des gens qui sont intéressés par des sujets et qui n'ont pas envie d'acheter toute la revue, ou effectivement ils se rendent bien compte eux-mêmes que effectivement sur certains sujets importants, 40 pages ça suffit pas. Et donc voilà. Jean-David, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, j'étais pas sûr, mais oui, finalement. Et en fait, non, mais c'est intéressant parce que j'ai discuté avec une amie il y a pas longtemps et on lui a demandé une BD historique à les libraires, donc à conseiller. Et en fait, il y a une nouvelle acceptation, je pense, de la BD historique, qui est une BD du réel, évidemment. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de BD qui ne sont pas du réel. Enfin, c'est rare qu'il n'y ait pas des humains, ou il y a toujours un peu de réel dans la bande dessinée, mais... Et en fait, ça a changé, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas trop quoi conseiller. Il y a cette impression qu'aujourd'hui, la BD historique, c'est soit de la biographie, soit en fait, c'est comme si on avait oublié que même les Glénat, dans lesquels il y avait des scènes de douche, effectivement, par Filippini à l'époque, mais c'est vrai que c'était quand même de la bande dessinée historique, même si c'est de la fiction. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, on va chercher de la documentation, on essaye de se documenter. Et finalement, c'est vrai que ça a fait évoluer la BD peut-être historique vers autre chose. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la BD historique est devenue du genre. Alors c'est intéressant. Je ne sais pas exactement où je voulais en venir avec ce truc, mais voilà. C'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je publie pas mal de bandes dessinées historiques, et effectivement, c'est souvent... Alors, on ne fait pratiquement aucune biographie, pour le coup, et c'est plutôt des récits où on part de gens comme vous et moi, ordinaires, qui sont ballottés dans un événement. Et je pense notamment à une bande dessinée j'en pense à deux bandes dessinées, celle de Mathéo, de Jean-Pierre Gibrat, qui est le destin d'un homme entre la Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dont le dernier volume sortira en novembre d'ailleurs, mais qui justement, où on suit un personnage lambda qui est ballotté dans tous les événements majeurs, on va dire, de cette première moitié du XXe, et qui raconte ce XXe siècle, ou le voyage de Marcel Grob, de Philippe Collin et Sébastien Goethals, qui raconte l'histoire des Malgré nous, de ces gens, de ces jeunes de 18 ans qui en 1944 sont enrôlés de force dans la Waffen-SS pour les Alsaciens, 10 000 Alsaciens, et qui à travers le destin d'un de ces 10 000, eh bien, nous montre la réalité des choix et de ce qu'il a vécu, de ce que ce jeune garçon a vécu, et qui peut peut-être nous amener à appréhender cette question-là du choix et des possibilités et des conséquences. Et ça, effectivement, c'est vrai que c'est raconté par des récits fictifs, mais qui, malgré tout, nous permettent d'appréhender une époque. C'est du réel, effectivement, aussi. Une autre question ? Merci beaucoup. C'est passionnant de vous écouter autant que de vous lire. C'est super. J'avais une question. Et nous voir aussi, c'est magnifique. Surtout qu'on est en pleine lumière. J'avais une question. Vous avez parlé de la place de la photo dans certaines BD, comme le photographe. Ça m'a fait penser du coup au film d'animation, reportage, je sais pas comment on peut l'appeler, Valsa avec Bachir, où à la fin il y a un témoignage vidéo qui est très puissant. Et du coup, je me demandais par rapport au film d'animation si c'était complètement un métier différent, si vous aviez dans les perspectives la possibilité de mettre en film justement vos BD, transformer vos BD en film d'animation, reportage, je sais pas comment ça s'appelle. C'est toujours possible, mais je pense que la grosse différence entre la bande dessinée et le cinéma, c'est l'argent que ça coûte. Et qu'il y a toujours, quand des gens donnent de l'argent pour faire un film, ils ont toujours l'impression qu'ils ont une bonne idée, et qui n'est pas forcément une bonne idée pour nous. Donc en fait, je pense qu'il y a un certain luxe à avoir la chance de pouvoir faire de la bande dessinée depuis longtemps. C'est que justement, comme disait Cyril, on peut la faire tout seul. Et à partir du moment où... moi je vois avec l'histoire de Madeleine, on pourrait en faire peut-être un film, mais si un réalisateur arrive et me dit bah, tu vas voir, là on va faire une super poursuite de voiture, parce que c'est hyper important et tout ça, et que la poursuite de voiture elle n'a pas existé, bah, elle va pas vouloir. Et donc moi je voudrais pas non plus.
Et donc on va se heurter à du vrai non réel dans une histoire de réel, parce que c'est la marche à suivre pour faire du cinéma. Donc moi je fais de la BD parce que je voulais faire de la BD. Si je voulais faire du cinéma, je ferais du cinéma. Ce soir, vous pourrez voir Le Sommet des Dieux. Oui, qui est un bon exemple, Ici. cela dit, qui est une belle adaptation, moi, que j'ai vue, je trouve, parce que Le Sommet des Dieux, c'est une œuvre monumentale de Jiro Taniguchi, puisque c'est 5 énormes volumes voilà, sur cette histoire d'alpiniste. Et ils en ont fait un film d'animation forcément assez court, parce que vu le temps que ça leur prend, mais ils en ont fait une jolie synthèse. De la même manière que nous, on a eu adapté Un homme est mort de Étienne Davodo et Chris en film d'animation. Et l'adaptation est intéressante parce que les auteurs qui se sont emparés de ce livre avaient été très touchés par ça et ont envie de l'apporter dans une adaptation. Mais c'est toute la question des adaptations d'ailleurs. C'est quand on s'empare d'une œuvre existante pour en faire autre chose. Moi, j'ai adapté par exemple le roman de Profession du Père de Sorge Chalandon. J'ai été très bouleversé par cette histoire. J'ai eu envie de le faire. Après, c'était la question de se dire qu'est-ce que je vais apporter moi à ce roman qui dit déjà tout. Ton point de vue. Oui, bien sûr. Et puis une autre manière de raconter. Là, le livre était un livre introspectif, on est en tête d'un gamin, et moi, puisqu'on est en image, je montre la vie de ce gamin. Et en me disant, si la personne le lit, eh bien, il y a peut-être une chance qu'elle se ressente, si j'ai réussi mon coup, il va ressentir ce que ce gamin a vécu. Et c'est une autre expérience, et c'est ce que appréciait Sorge Chalandon. Mais voilà, il faut se dire, dans cette transposition d'une œuvre existante, qu'est-ce qu'on y apporte dans ce nouveau média ? Mais après, je suis assez d'accord avec Jean-Denis. Moi, je vois des auteurs de bande dessinée qui parfois... Avec Jean-Denis, pardon. J'ai l'habitude. Mais excuse-moi, je pensais... Tant que c'est pas Jean-Marie, c'est bon. Oui, j'y ferai attention. Et gens que je connais pas d'ailleurs, Jean-Marie. Et donc, simplement pour dire, je ne sais plus ce que je voulais dire, regarde, ça m'apprendra, et de me tromper de prénom. Et ça m'apprendra. D'apporter un point de vue, ton point de vue en tout cas dans l'adaptation. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on est dans un domaine assez qui est quand même au niveau financier. Effectivement, on n'a pas les budgets forcément d'autres domaines, mais on a cette liberté. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, je choisis. Quand je décide de dire bah oui, on va faire ce livre-là, j'ai pas 50 000 argentiers à convaincre derrière. Il faut savoir faire un film, effectivement, c'est d'aller chercher des financements un peu partout et que tous ces gens qui vont mettre de l'argent vont avoir un avis sur l'œuvre. Et en général, c'est très difficile, je pense, et je suis même admiratif de certains réalisateurs qui arrivent à faire des films originaux, percutants, etc., avec tout ce poids tout ce nombre de gens qui vont devoir convaincre. Et voilà, et donc c'est vrai que là-dessus, on est dans un domaine plus simple pour ça. Et en plus, il faut se méfier des producteurs, parce que le producteur du Sommet des Dieux, c'est moi qui lui ai donné le contact avec Taniguchi il y a longtemps. Il m'a même pas envoyé une place gratuite pour venir voir le film, donc je fais attention. C'est un milieu extrêmement ingrat. Tu peux rester dans cette salle, je crois. Bon, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez déjà regardé votre montre, mais il est déjà 12h20. Eh oui. Quand on passe de bons moments, ça va vite, hein. Donc on va être obligé de s'arrêter là. Je vais vous inviter, pour sortir, à passer sur le côté droit de la salle, à redescendre ici en faisant très attention au fil qui est électrique juste sous vos pieds par ici. Je voudrais vous remercier. On a droit à 5% de décès. Ouais. Ça va, mais dépassez pas. Minimum syndical. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à Céline, Sébastien, Jean-David. Bonne tartiflette. Merci aussi beaucoup à Gaël, qui a été un soutien très pertinent et permanent pour la réalisation de cette table ronde. On se retrouve donc à 14h30. Vous avez vérifié les horaires ? 14h. 14h donc. 14h ici pour la suite du programme. Alors il sera question de manga en début d'après-midi, et puis ensuite à nouveau de BD du réel, mais dans un autre registre, à partir de 16h, 16h30, un truc comme ça. Parce que moi je m'en mêle de toute façon. Merci encore beaucoup. Bonne journée. Ciao. C'est certain.